Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TG Holiday. Hello, bonjour. Finalement, après 3 tentatives, c'est maintenant le temps de la biographie des Dudley Boys. Je sais qu'il y en a qui l'attendaient. Va toucher les tables. Le tag team le plus décoré de l'histoire de la lutte. Décoré, puis pas de temps du camouflage en plus. Ouais, c'est bien fait, hein? Ouais. Les Dudley Boys, là, on dirait des fois, je faisais la biographie puis je me disais, des fois c'est quasiment une erreur de parcours. Je pense qu'ils ont été en bonne place au bon moment. Je sais pas, ils sont bons, mais ils sont pas aussi bons. En tout cas, in-ring, je sais pas. Ils sont corrects. Ben ouais, c'est pas des workers extraordinaires, mais il y avait le bon personnage, puis il y avait les bonnes actions pour être au top. Ouais. Il y avait surtout Bully Ray. Le charisme aussi. Ouais. Ben, Bully Ray, charisme, Devon, il y avait du charisme quand même pas pire. Là. C'est juste à part tourner en rond pour faire Christopher. Chris Devon Dudley, CW, au début, il était fort. Ouais, au début, oui. Qu'est-ce qui est arrivé que ce Devon Dudley-là? Il l'a échappé? Ben, il est toujours resté comme ça, mais il était moins. parlait moins, là, mais. Ouais. Oui, il est correct, Devon Dudley, c'est juste que c'est pas genre le gars que je vais regarder le plus lutter, là. Ces gars sont à NXT, hein, en ce moment. Ouais, ces gars ont fait un peu n'importe quoi. Là. Ils ont été à NXT, ils ont fait AEW un peu aussi, puis une coupe de place indie, là, ben. La fête de Booker T, je pense aussi. Ouais. Bref. Ben, s'il y avait été les gars de Bully Ray, ça fait longtemps qu'ils seraient ici. Ouais, me semble. C'est drôle en plus qu'on parle des Dudley Boys aujourd'hui parce qu'ils viennent d'apparaître à SmackDown cette semaine. Là. Ouais, ben, ils ont un Legend Deal aussi. Là. Oh, ouais, je sais ça bien, il n'y a mais pas longtemps. Fait que... c'est quand même drôle. Là. Ouais. Donc, les Dudley Boys qui sont. Ben, Bully Ray qui était à la WrestleMania 40, puis là, ils étaient là pour le draft de SmackDown cette semaine. On va en parler à travers la table jeudi. 20h30. Regardez les réseaux sociaux parce que c'est annoncé aujourd'hui ou sinon ça va être annoncé demain sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez le podcast, on est mardi. Donc, on fait exception, on sort ça un mardi parce que ça fait 3 semaines qu'on est supposé le sortir. Fait qu'on redonne à la communauté en sortant 2 podcasts cette semaine, plus un à travers la table. Fait que 3 podcasts dans la même semaine. Oui, puis il y en a un la semaine prochaine aussi. Fait que... C'est une autre biographie la semaine prochaine, on va en reparler à la fin du show. Yes. Beaucoup de choses à démêler, mon cher TJ, dans l'histoire des Dudley Boys, mais avant ça, tu avais-tu quelque chose à rajouter avant qu'on parte? Ou, quelque chose non. Non? Non. Bon, là, on vient d'en faire un de podcast. Là, en 2 jours, j'ai rien à dire. Là. Non? Non. OK. À part que les Canucks prennent 2-1 puis ils jouent à soir avant qu'on commence le podcast. Là. Qui ça? Les Canucks. Ça, tu parles au moment qu'on l'enregistre pour le moment que c'est sorti. Ben, on sort ça mardi. Fait qu'il y a des grosses chances qu'ils jouent aussi encore à soir parce que ils peuvent soit clincher la série ou bien c'est 2-2. On va voir. Okay. D'ailleurs, mes Kings se sont fait lessiver 6-1. C'est soit qu'ils gagnent ou soit qu'ils sont. Ben, il y a toujours plein de buts. Ben, c'est Edmonton, c'est une machine à but, fait que c'est ce qui arrive. La machine à scorer, comme tu chantais. T'as combien de créoles? Non. Ben oui. Mais non, c'était pas la machine à scorer, ça aussi. Je sais. La machine à scorer, c'est Bob Bissonnette. OK. Feu Bob Bissonnette. C'est lui qui chante Chris Chelios? Oui, exact. Ah, yes. D'ailleurs, on parle de personnes décédées, ça n'a pas rapport, mais Jean-Pierre Ferland est décédé cette semaine. Ah ouais? Non, je ne savais pas. 89 ans. Il y en a qui diraient qu'il était dû. Mais... Un grand chanteur du Québec. Oui. Condoléances à la famille de Jean-Pierre Ferland qui écoute sûrement le podcast. Genre que tu mets de la rotation dans tes réponses dans dans la vraie vie. Parfait. Avec les Dudley Boys, biographie des Dudley Boys, Devon Dudley. Fait que le début va être très court dans le sens que, évidemment, les deux, c'est des fans de lutte en grandissant, comme la plupart des personnes qui ont fait des biographies. Mais Devon Dudley a commencé un petit peu plus avant Bubba Ray Dudley.
sa lutte professionnelle. Elle a débuté en 1991 sur les Indies. C'est ce qui est vraiment drôle, c'est que Devon Dudley sur les Indies s'appelait A-Train. Donc, aucun rapport avec Albert à WWF par après. Puis sa plus grosse rivalité sur le circuit indépendant qu'il y a eu, parce qu'il n'est pas resté énormément longtemps, c'est avec Latin Lover, que je ne connais aucunement d'Adam ou de elle. Ouais, il était à Triple A, puis il a fait un Rumble à Manu aussi. Latin Lover? Ouais, 97, il était dedans, ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Latin Lover. Tu as encore vu? Il doit aller aux Lovers. OK. Je sais pas, oui. Devon Dudley, en fait, Devon qui va joindre la ECW en 95-96 et au début, il sera un rival de la famille Dudley. On en reviendra, on va en parler un petit peu plus tard, mais ça va être un rival, il n'est pas immédiatement dans la famille Dudley, qui est très grande, la famille Dudley. Au début, c'est le méchant de la famille, Devon. Oui, exact. Évidemment. De l'autre côté, Bubba Ray Dudley, my man, un des gars les plus divertissants au micro de tous les temps. D'accord avec moi là-dessus. Un gars du Queens, New York, qui lui a commencé sur les circuits indépendants un peu plus tard, qui avait une gimmick de moteur, mon cher, avec une coupe longueuil et un manteau trench coat de cuir long, qui ressemblait un peu une gimmick un peu copiée des Nasty Boys qu'on a eu le plaisir de rencontrer récemment durant le mois d'avril. Donc, n'oubliez pas, le 300e épisode du podcast sera l'entrevue avec Bertrand Hébert et les Nasty Boys au podcast. Ça serait cool, hein, Chris, c'est Nasty Boys au podcast. Non, pas vraiment. Moi puis Bully Ray qui bully DJ tout le long, là, ça serait parfait. Mais non, il ferait pas ça, Bully Ray. Mais il ferait pas ça, il me bullierait moi à la place, juste parce que je veux me penser bien comique. Il dirait, tu penses comique, tu veux me bully. Tu vas de mon bord, toi, mange la marde. Ouais, c'est ça, exact. Il va être le Ultimate Heel. Donc, manteau trench coat noir de cuir, comme je disais, il imitait un peu les Nasty Boys. Puis il va être connu sur deux noms sur les circuits indépendants, Terminator et Mongo Vile. Donc, Mongo Vile, je trouve que ça marche bien avec le... Je sais pas si tu avais vu les photos là, quand il était circuit indépendant, qui ressemblait un peu plus à Brian Knobbs, là, en fait. Non, je n'ai pas vu. Je trouvais que Mongo Vile, ça marchait bien. Il y avait un mullet avant, Bubba Ray Dudley, au début? Oui, il y avait un mullet. Je mettrai les photos dans le truc. C'est assez troublant. Puis il n'a jamais été bien en shape, là. Évidemment, il a toujours été gras. Fait que, je te dis, il aurait pas été un Nasty Boys. On aurait pu l'introduire comme troisième Nasty Boys, puis on aurait vu que du feu, tellement que ça ressemble. Aujourd'hui, il est dans bonne shape, là, Bully Ray. Là. Ouf, pas tant. Même qu'il ne se ressemble pas bien, je trouve. Il n'est pas dans shape. Ben là, Chris, il est rendu bien plus maigre qu'avant, là. Ouais, mais tu sais, je sais pas. Avant, il y avait tout le temps son ventre qui ressortait à cette heure. Il ressort un peu son ventre, là. Il a quand même l'air d'un wannabe thug qui est trop vieux pour avoir l'air d'un wannabe thug. J'admire beaucoup ses opinions puis quand il parle, mais il a quand même l'air d'un gars qui essaie d'être jeune et qui est vieux. Infatigant. Hey. Paul Heyman va faire la découverte de Bubba Ray qui va l'emmener à la ECW dans un personnage un peu épais qui va bégayer beaucoup, qui va être gêné, qui va être un peu dumb. Qui va l'introduire directement dans la famille Dudley. Puis pour ceux qui ne savaient pas la grande famille Dudley, je vais essayer de vous énumérer. Et si j'en perds des bouts pendant quelques moments, TJ saura me remettre à ma place comme il le fait si bien, car c'est l'encyclopédie de la vie. Right in the middle, c'est comme ça que tu calmes. Dans le milieu, daddy. Une famille. C'est une grande famille avec toutes des races différentes, donc qui venaient de plusieurs pays dans le monde, parce qu'évidemment, c'était tous, dans la storyline, tous des fils de Willie Lomanesque, Big Daddy Dudley, qui lui, dans le fond, c'est un gars qui voyageait, puis qui, en bon québécois, il fourrait tout ce qui bougeait, ça créait des fils Dudley un peu partout à travers la planète. C'était un Starbucks, dans le fond. Un Starbucks, exact. C'est un peu ça la storyline de la famille Dudley. Je parle pas de ton café que tu vas chercher à 10$ chaque, là. Je parle du film Starbucks. C'est tellement bon, ce café Starbucks. Ben oui. Une hypothèque au complet, par exemple. Par contre, ce matin, avant qu'on fasse le podcast, parce que c'est rare qu'on enregistre en début d'après-midi, mais je me suis fait un bon café
Dunkin' Donut qu'on avait acheté à Philadelphie. Cup. C'est vraiment supérieur à Tim Hortons. C'est vraiment supérieur. Même en cup, c'est supérieur. C'est correct. Fait que je vais juste le mentionner que Dunkin' Donut, c'est pas un commanditaire. Ça ne sera pas non plus, c'est un peu loin pour aller en chercher. Là. Mais je vais retourner peut-être aux douanes chercher des petits cups Dunkin' Donut. C'est quoi le but de votre séjour? Je vais acheter des cups Dunkin', je repars après. Ben, en même temps, je pourrais toujours aller voir s'il y a des ballons de là, tu sais, je dis ça de même. Ah oui, il a acheté genre 5-6 000. Non, mais j'ai rien acheté depuis qu'on est revenu de Philadelphie. Hein, ben, je peux pas, tu n'as acheté le quadruple de l'habitude là-bas, c'est correct. Je me calme. Ouais. Les Dudleys avaient toutes des lunettes noires avec du tape dans le milieu. Évidemment, pour ceux qui suivent un peu le monde du cinéma, c'était un rip-off des frères Henson du film Slapshot, qui est sorti en 1977, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, c'était vraiment ça, le look des personnages, les frères Henson, puis même, je dirais, psychologiquement, un peu d'hommes. Mais il y avait toutes un peu leurs caractéristiques chaque, puis leur nationalité. Donc, c'est un peu ça qui faisait l'ensemble de la famille Dudley. Ils ont débuté le 1er juillet 1995. Ils s'appelaient les Dudley à l'époque. Donc, il y avait le même nom de famille que le prénom. Fait que si vous voulez faire une comparaison boiteuse, c'est un peu comme les Denis de Relais au Québec. Les deux s'appellent Denis. Leur nom de famille, c'est de Relais les deux. Fait que ça ressemble un peu à ça. Ça aurait été en crise, une famille de Denis de Relais avec plusieurs membres au Québec. Pas trop tard. C'est vrai. C'était trop tard pour bien faire. Tu sais que tu aurais dû faire, toi, pour le thème du podcast, tu aurais dû faire des lunettes pareilles comme eux autres. Non. Pourquoi? Parce que tu me trouves d'homme, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas une parodie, ça. C'est un podcast très sérieux. On donne de l'information. Hey, je te parle de mettre du tape sur tes lunettes, là. C'est pas une comédie, calme-toi, là. Moi, je mets du tape sur ma palette, comme je chantais Bobby Sennett aussi. Une autre de ses bonnes chansons. Ouais, rien-en. Hey! Couche le c'est assez. Respecte Bobby Sennett. Et les Dudley vont battre les Pitbulls lors de leur première shot. Leur premier arrivé à la ECW. Et là, on va parler un peu de la famille. La famille Dudley va avoir l'enforcer qui va s'appeler Big Dick Dudley. Donc, un nom que tu pourrais largement prendre au podcast si jamais tu t'appelais Big Dick TJ Holiday. Big Dick Holiday? Oui, okay. Tu pourrais t'appeler comme ça. Selon les rumeurs, c'est un anaconda. Je pourrais m'appeler Balls Mahoney Holiday. Il y avait aussi, dans leur rang, il y avait aussi Lil Shot Dudley. Les noms sont dégueulasses pour vrai. Là. Non? Ouais, le meilleur s'en vient. Attends, je ne suis pas encore rendu. Lil Shot Dudley. Lil Shot Dudley, dans le fond, lui, il y avait une grosse blessure lors de Hardcore Event. C'est celui qu'on l'avait fait, ça? Ben, on a fait. Non, on n'a pas d'Hardcore Event, je pense. On a fait genre 2 ICW, on n'a pas fait tant que ça. OK. Fait que lui, dans le fond, il a été blessé à ce show-là. Fait que, au début, c'était lui qui était dans l'équipe avec Big Dick Dudley. Puis après ça, ça a été introduit à cause de la blessure Dance with the Dudley, qui est le fils d'une liaison, attendez un instant, de Big Daddy, quand il visitait l'Inde. Et Dance with the Dudley parlait seulement espagnol et il pouvait chanter Ten Little Indians. C'est ses deux caractéristiques. C'est ça le meilleur. Dances with Dudley, c'est bon. Dances with Dudley. Fait que lui, un espagnol qui chante Ten Little Indians. C'est n'importe quoi. On parle de Vince McMahon avec ses idées un peu boiteuses, là, mais Paul Heyman. Là, non, mais c'était la place pour essayer ça, CW. C'était pas mainstream autant que les autres. C'était le club école avant le club école, en fait. Ouais, genre. Non? Ben, club école. Oui, puis non, là. Pourquoi oui, puis non? Ben, je sais pas. Je trouve pas que c'était un club école, là. C'est pas comme s'il y avait c'est pas comme s'il y avait des si jeunes lutteurs que ça là-bas. Là. Et quand ils amenaient les gars des CW de WB, c'était des vétérans. C'était pas des jeunes recrues. Là. Ouais, peut-être que club école, c'est pas le bon mot que. Quoi qu'on pourrait appeler ça? Quelque chose pour explorer. L'équipe ferme. Le farm team. Un farm team? Ouais. Ouais. C'est un peu le Musique Plus de la lutte. On peut dire ça de même. Ouais.
Tabarouette, peux-tu On être moins enchaîne. enthousiaste que ça? Mais là, j'essaie de voir la comparaison, mais tu compares un petit peu avec quoi? Toi, ça te fait pas te lever de bonheur, hein? Mais tu compares Musique Plus avec quoi? Ça, je veux comprendre. Ben, Musique Plus, c'est que c'était un laboratoire pour essayer de la télévision, si on veut. La CW, c'est un peu un laboratoire pour essayer de la télévision. OK. Je voyais juste pas le lien, c'était quoi avec Musique Plus puis ça, là. C'est pour ça que j'étais comme ça. Fait que c'est correct. Ça a été plate en ça, j'ai plus le goût de le faire, le podcast. Ben là, calice, tu dis quoi, si? Je veux utiliser ta raison à chaque fois que je parle. Moi, je veux pas mettre du temps plus au podcast juste pour te flatter l'ego, là. Non? Mais non. OK. Bobbery va aussi joindre ce groupe mythique, mais il ne sera pas seul dans son clan. Il va aussi avoir Chubby Dudley et Sign Guys Dudley qui vont se joindre qui va se joindre au groupe. Sign Guys Dudley, qui lui est directement relié à une relation dans un asile de leur père Big Daddy Dudley. Donc, une place saine pour faire des enfants. Évidemment, je vais tout mettre les photos pour que vous essayez d'imaginer, vous voyez de qui je parle, parce que si vous n'étiez pas un fan de la ECW, si vous ne connaissez pas l'histoire derrière les Dudley, que vous pensez que c'est des bandes des Bobbery, ben, évidemment, ça va beaucoup plus large que ça. Ça ratisse plus large que ça. Donc, là, il y en a un autre qui va s'emmener plus tard. Mais j'ai-tu oublié quelqu'un dans toute cette gang-là? Par cœur, je pourrais pas te dire. Là. Ben, ça fait déjà quasiment 8 que je nomme. Là, tu n'as assez. T'en as assez, passe à autre chose. Non, mais dans le sens que t'en as dit pas tout ce qu'il y avait à dire, là, je pense. Là. Ouais. Fait que les relations de l'asile, ça, je l'ai déjà dit. Ouais. Les Bushwalkers seront aussi de la famille Dudley, mais des membres honoraires un peu à la Sami Zayn, mais eux, c'est pour un soir seulement. Donc, ils ont été membres honoraires pour une soirée lors d'un show. Les Bushwalkers du côté de la ECW, ils ont eu quand même un certain succès là, du côté de la ECW, les Bushwalkers. Ben, pour le seul show qu'ils ont fait, oui. Là. Non, mais tu dis pour un soir seulement. Non, mais. Non, mais tu dis un soir seulement, puis tu dis qu'il y a une bonne run. Il y a donné un soir seulement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans une soirée, Chris? Non, mais je peux se tromper avec une autre promotion. Là, OK. Parce que j'ai. C'est bien fait. Ça ramène tout le monde pour partir. T'as raison. Puis aussi, un autre membre honoraire pour un soir seulement, comme manager, la Playmate, Jenna Jameson, qui a aussi été une Dudley pendant un soir. Elle, je pense qu'elle aurait aimé ça de l'avoir peut-être plus qu'un soir, mais en même temps. Ça a coûté cher. Ouais, c'est son genre de faire juste un soir à Jenna Jameson. Je sais pas. Elle était valet contre PG-13 lors d'un match tag team de la SC. PG-13 qui était après ça les rappers de la Nation of Domination. Ouais. Un autre tag team préféré de Nasty qui s'ajoute à souvent, ouais, souvent, on va dire que ma liste de lutteurs préférés est discutable, mais pas tout ça. Ouais, t'as de la compétition. En même temps, il y en a qui aiment juste aimer des lutteurs populaires comme toi, genre Bret, Jericho. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est mes top favorites. Ça veut pas dire que j'aime juste eux autres. Nomme-moi des lutteurs un peu mystérieux que t'aimes. J'aime bien Corbin, puis tout le monde dit qu'il est pas bon. Là. Qui est de la place SmackDown, qu'est-ce qu'il va faire? Yes, il va gagner. J'aime pas tout le monde qui aime Ziggler non plus. C'est un gars plus bas peut-être. Il y en a plein. Là. J'avais bien Maven, puis c'est pour ça. Il y a plein d'exemples de même. Maintenant, on va faire un podcast genre avec nos favorites, puis on en parlera maintenant. C'est bon. C'est les favorites qui sont pas les favorites. Ouais, les mal aimés. Pas nos cartes cachées, mais nos plaisirs coupables. On en fait la même. C'est bon, plaisirs coupables, j'aime ça. C'est une émission, ça? Je pense que oui. Ah, OK. Probablement. C'est le genre de nom d'émission poche au Québec. On dirait un nom de monde qui triche sur leur diète, genre. Sur leur diète? C'est pas moi, c'est sûr. Tu sais, genre le monde qui fait du popcorn au Centre Bell. Hier, j'ai eu un cheat day. Hein. Ah ouais? Que t'as mangé? Ouais, j'ai commandé de la pizza avec de la poutine. Ah. C'est le seul cheat day. J'ai le droit à un, c'est samedi, parce que sinon... bah ouais, sinon tu vas virer fou puis tu vas passer à la case départ. Devon qui se battait contre le groupe en heel va se faire rejoindre par son éventuel tag team partner Bubba Ray. Puis Bubba Ray au début, là, vu qu'il bégayait, c'était vraiment Bubba. Puis la foule, même la foule chantait comme ça, là, la foule faisait le chant Bubba quand il chantait pour Bubba. Donc quand même assez
assez drôle comme fact. Mais la foule de la ECW, c'était une foule particulière. Une foule épique. Ouais, Philadelphie, c'est une ville de lutte. C'est pas juste quand il y a WrestleMania, c'est vraiment une ville de lutte parce qu'ils aiment la bataille en général. Ouais, you fucking moron. Devon et Bubba seront joints par Singh Guy et Big Dick. Ils formeront un quatuor impressionnant et dominant du côté de la ECW. Donc, ils vont martyriser tous les membres de la ECW un après l'autre. Avec Joel Gertner. Joel Gertner. Gertner, tu sais, le gars qui a un caca dans le cou et qui fait tant des jokes cochonnes. Là. Tony Khan? Ah, ok, non, c'est. Non, ça n'a pas rapport. Okay, là. okay. C'est un niaiserie avec Tony Khan d'une temps. Quel genre de joke, mettons, tu peux en dire une? Ben, il parle de sa graine, là, en disant qu'il fait peur. Parce que c'est comme un genre de gars qui. Tu le vois pas en dessous de l'image, là? Tu vois-dessus en dessous, là? Qui, oui. Il a le papillon, là, puis Ouais. c'est lui, ça. Mais c'est ça. C'est un gars de même, là, genre cru un peu, là. C'est lui qui avait été à WWE par après, je me trompe pas, non? Un moment donné, à One Night Stand, je pense que c'est le premier, le deuxième, je sais pas trop, il est dans. Non, c'est le deuxième. Ouais. Il est dans la foule, puis. Non, dans le premier. Il est dans la foule, puis il va voir Eric Bischoff, puis il beg pour une job, puis il crée une volée, puis JBL aussi. Là. Dans le genre, là? Ouais. Ok. Ah, je me souviens pas de ça, j'appelle. Je me souviens des matchs du show en particulier. Je me souviens pas de. T'as été voir finalement l'affaire du Warrior avec la jambe pendant le Sleeper Hold? Non. Je vais aller après show pour vrai. Ok. Pathétique quand même. Hein? Ben là, c'est pas grave. Là. Pendant ce temps-là, Bobbery et Devon deviendront plus une équipe. Et le personnage de Bobbery qui bégaye va être là, mais de moins en moins là. Puis va laisser la place à un Bobbery beaucoup plus assassin et vulgaire dans ses promos. On sait qu'on volubile. Exact. On a fait un show il n'y a pas longtemps qui c'était Heatwave, c'est ça? Ouais. Heatwave, où il y avait une promo iconique des Dudley Boys. Et tu parlais de Devon aussi, qui était très, très bon en promo dans ce temps-là. Il ne donnait pas sa place. Bobbery va vraiment se démarquer avec ces promos-là. Il va en faire quasiment à tous les shows. Puis, donc, c'est vraiment ça qui va avoir mis Bobbery Dudley en avant. Peut-être une petite affaire en avant de Devon. C'est pas nécessairement la lutte, parce que côté lutte, oui, Bobba est meilleur, mais c'est pas comme dire Brett puis Neidhart. C'est ça, Neidhart, ouais. Mais Neidhart, il n'est pas si mauvais que ça. Ouais, mais là, la différence est quand même grande. Ouais, t'es quand même énorme. T'as raison, c'est une bonne comparaison. Ouais. Ou Sean Marty aussi, même si Marty est bon aussi. Là. Marty, s'il n'avait pas eu ses problèmes, je pense qu'il aurait pu. Je sais, mais côté tu checkes ce qu'il a accompli dans le business, les deux, c'est pas pareil. Là. Ouais. Mais Marty avait beaucoup moins de charisme que Sean, par exemple. Du charisme naturel, je parle. Ouais, ça dépend. Ça dépend, ouais. Ça dépend qu'est-ce que c'est par charisme. Malgré qu'à Russell Khan, quand on l'a vu des affaires sur la tête. C'est marrant. Il y a du fun, come on. Les Dudley Boys vont remporter 8 fois les ceintures par équipe en 4 ans à la ECW, ce qui feront de eux les tag teams les plus décorés de la ECW. Et souvent, les Dudley Boys vont être mis de l'avant en main event, même avant les stars singulières. Donc, ça, c'est un truc qu'ils vont faire souvent dans leur carrière, partout ce qu'ils vont passer. Ils vont forcer la main des promotions. Puis on va souvent voir les Dudley Boys en haut de la carte. Ce qui est quand même assez rare pour des équipes. Là. Il y a eu des équipes qui ont été dans les main events, mais les Dudley Boys ont vraiment fait bouger l'aiguille très, très, très souvent dans leur carrière, puis dans des promotions différentes. C'est ça qui est impressionnant. Partout où ils ont passé, ils ont réussi à rester relevant tout le long. Ça, c'est un beau gage de succès pour une équipe. C'est pour ça aussi qu'on en parle, puis que c'est un des plus grands tag teams de l'histoire. Si c'est pas le plus grand, tout dépendamment de certains, moi, je reste avec mon choix de Legion of Doom, là, mais Legion of Doom contre Dudley Boys, Prime contre Prime, ça aurait pu donner beaucoup de grappeuge. Ouais. Genre, ICW Arena, ça a été malade. Là. Oh, tabarouette. Ouais, vraiment, vraiment. Ils vont avoir une bonne run, comme je disais. Évidemment, ils vont avoir des rivalités assez explosives contre, entre autres, Public Enemy. Je parlais de préféré de Dave tantôt. Public Enemy et les Gangsters, entre autres, mais les Dudleys vont pas mal se battre contre tout ce qui est passé à la ECW, tout le roster complet. On peut nommer les Rob Van Dam, les Sandman, les Raven, les Sabu, name it, ils ont tous affronté. Tommy Dreamer, évidemment.
tous des matchs, tous des classiques. Puis j'avais oublié de mentionner tantôt que juste avant cette run-là avec les 4 poissoirs des Dudleys, il y a aussi Little Spike Dudley qui avait joint le groupe, un des membres qu'il ne faut pas oublier parce que c'est un des membres que les gens connaissent le plus de cette famille-là après les Dudley Boys, évidemment, parce qu'on l'a vu avec sa bonne run à WWE. Et Little Spike Dudley, lui, son personnage, c'est un Stone sur la LSD. Donc, c'est ça le personnage de Little Spike Dudley. Qui va avoir aussi des matchs assez violents contre les Dudley Boys, évidemment. Ouais. Fait que ça, allez voir ces matchs-là. Si vous êtes un fan de hardcore, de matchs violents, là, Spike Dudley qui se fait pitcher bord en bord d'un aréna par les Dudleys, c'est arrivé à plus qu'une fois. Plus qu'une fois. En 99, évidemment, vous connaissez tous l'histoire que la ECW avait beaucoup de la difficulté à payer ses lutteurs, beaucoup de chèques qui bounçaient parce qu'évidemment, il n'y avait pas le même budget que les Ted Turner et les Vince McMahon pour compétitionner WCW et WWF. Souvent, Heyman était capable de garder ses gars parce qu'il était fidèle à lui, qu'il croyait à son produit, qu'il croyait à comment il était son dénouement pour la business, puis pour construire un personnage. Mais malheureusement, en 1999, il va commencer à perdre beaucoup de ses lutteurs, dont les Dudley Boys, parce qu'il n'a pas été capable de les payer, évidemment. Et puis, il y avait une histoire aussi que les Dudley Boys avaient demandé une augmentation d'1 pièce, je pense. Ouais, pour qu'il reste, ouais. Pour qu'il reste, puis c'est ça. Ça n'a pas... une pièce. Ça avait mis 2 pièces, ça aurait été correct. Ouais. 4,30 sous pour 1 pièce. Exact. Mais les Dudley Boys, évidemment, étaient rendus ailleurs, puis évidemment, il faut mettre du pain sur la table. Ça reste des businessmen comme tout le monde, c'est des travailleurs autonomes. Il faut qu'ils nourrissent leur bouche et leur famille. Donc, ils vont jumper du côté de la WWF en septembre 99. Et évidemment, ils vont commencer comme heel du côté de SmackDown. Puis ils vont arriver avec leur habit classique au début des Dudleys, un peu coloré, je ne me trompe pas. Le tie-dye, là, ouais. Ouais. Mais ça ne durera pas très très longtemps parce que Vince McMahon veut mettre aussi l'emprunt des Dudleys avec son. Puis quand on est arrivé à WWF, Bubba Ray a recommencé à bégayer un peu, ouais. À bégayer, ouais. Mais pas beaucoup, pas un peu. Il bégayait pas mal. Là. Ouais. C'est une caractéristique que Vince aimait beaucoup et ça le faisait rire aussi. Ouais. Même encore là, il l'a pas gardé bien longtemps. Là. Non. Non, parce qu'ils ont été capables de faire autre chose. Donc, 3-4 mois après, il l'avait plus. Oui, exact. Mais je trouve que c'est quand même une belle introduction pareil. Tu sais, ça définit le personnage avec une caractéristique de plus. Là. C'est ça, parce que c'est pas juste un tag team. Tu sais, c'est pas tout le monde que, oui, évidemment, j'en ai pas parlé, mais il y a eu les Invasions la première Invasion aussi de SCW. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui fait en sorte que le monde savait nécessairement c'était qui les gars de la ECW. Non. Fait que, éventuellement... mais ça, je pense qu'ils l'ont fait un peu plus tard aussi dans leur run de Dudley's. Quoi ça? Le bégayage, il me semble qu'ils l'ont fait une fois ou deux en joke ou en... C'était plus un Easter egg, là. Ça se peut. C'est possible, je ne me rappelle pas. Ils ont tellement été là longtemps que c'est un peu dur de... Évidemment, quand les Dudleys vont arriver à SmackDown en heel, ça va marquer une nouvelle ère du côté de la WWF. Ça va marquer l'ère tag team. Puis ça, je vais le mettre en l'air, je veux qu'on en parle ensemble. Parce que je pourrais nommer 1000 matchs, comme je te disais tantôt, hors d'onde, mais c'était le début de Edge and Christian aussi. C'était les Hardy Boys qui étaient là en même temps. C'était les Dudleys. Fait que ça, c'est toutes des équipes qui, comme je disais à ECW, les Dudleys main eventaient des shows. Puis, ces deux équipes-là vont élever la division par équipe, puis même vont main eventer des TV shows, pas des pay-per-view, évidemment, parce que le Star Power de la WWF était beaucoup trop grosse à l'époque pour que les Dudleys ou les Hardys ou les Edge and Christian main event un show. Mais des Raw, des SmackDown, c'était pas rare qu'on ait retrouvé un main event ou combiné avec une star genre de Rock, Austin, Taker pour faire un gros main event. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que éventuellement, ils vont tous avoir une caractéristique pour l'équipe. Vous connaissez les tables pour les Dudleys, les échelles pour les Hardys et les chaises pour Edge and Christian. Ça, TJ, as-tu un souvenir ou la première fois que tu as fait comme
ça va devenir quelque chose ou on est en train de vivre quelque chose. Y a-t-il quelque chose de cette rivalité-là des 3 équipes qui t'allume le plus? Ben, il n'y a pas vraiment une partie de moi-même qui disait ah, ça va être big. C'est juste pour enjoy the ride, puis de même. C'est plus par la suite rétroactivement que tu fais ah, Chris, c'était spécial, puis c'était correct. Mais quand c'est arrivé au début, moi, c'était une feud comme un autre. Là, juste que ça avait beaucoup de matchs top quality, des matchs de qualité supérieure. Là. Mais non, ça m'a jamais traversé l'esprit quand j'écoutais quand j'étais plus dans ce temps-là, que c'était genre de shit dans une couple d'années que pour en parler dans 10 ans. Là. Mais tu sais, en plus, ça a commencé, The Boys, c'est bien beau, mais ça a commencé avec Edge Christian contre les Hardys, là, à No Mercy 90 avec le combat d'échelle. Qui a mis sa map avec le fameux sac d'argent, parce que Jeff, il pogne dans les airs, puis il tombe en bas. Là. Le fameux affaire qui fait quand tu gagnais le match à No Mercy, tu tombes tout le temps de la même façon. C'est vrai. Ouais. Puis non, pour vrai, rétroactivement, oui, c'est sûr que c'était spécial, mais dans le moment, j'étais pas genre, oh wow, on a une nouvelle ère. Ouais. On était jeunes aussi à ce moment-là. Là. Ouais. Une nouvelle ère là, qui peut manger de la vente avec ça. 5e, ouais, c'est ça. 5e ou 6e année. Puis je me souviens très bien de ça. Là, au moment où on écoutait beaucoup les pay-per-views ensemble dans ce temps-là aussi. Là. Puis évidemment, j'ai toujours été un pro heel. Mais moi, mon équipe, c'était toujours Edge et Christian, je les aimais parce qu'ils gagnaient toujours en trichant, puis ils finissaient toujours par gagner le gros match. Là. Souvent, c'était eux autres qui finissaient par gagner le gros match. Ben, c'est eux autres qui ont gagné les gros combats. C'est tout le temps eux autres qui ont gagné. Ouais. Puis je me souviens, tu étais tout le temps à crise, puis tu étais comme, pas qu'eux autres. Tu t'es détesté parce qu'ils étaient heel. Mais toi, tu luttais plus pour les Hardys à ce moment-là, je pense. Hein? Non, j'étais Jeune Christian, mais je prenais pour les heels parce que je prenais pour les faces parce que j'ai tout pris pour les faces, mais j'aimais Jeune Christian. Surtout Christian. T'aimais pas plus les Hardys à ce moment-là? Non, je pense pas. De ma connaissance, non, j'aimais pas plus Christian que tout le monde là-dedans. Là. OK. Je trouvais cool les Hardys, c'est comme quand t'es jeune, ils sont quand même cool. Là. Regardez, c'est toi qu'il y avait les tailles qu'eux autres, c'était un gros plus là, quand t'as 16 ans. Mais non, non, pour vrai, c'est plus un fan de Christian que toute la gang ensemble. Mais j'aimais beaucoup Christian dans le côté genre promo puis l'ensemble de leur œuvre, là, mais j'étais plus un fan de Christian à l'époque. Okay. Moi, avec, j'étais plus un fan. Des 3 équipes, ceux que j'aimais le plus, c'était Edge et Christian. Un petit penchant, évidemment, pour Jeff Hardy dans le temps. Là, Jeff Hardy, au début, c'était vraiment spectaculaire pour ce qu'on voyait de WWE. C'est pas quelque chose que tu voyais souvent de son style à lui, là, puis il mettait son corps en danger. Et oui, tu avais un Shawn Michaels qui était, je pense que c'était pas mal le lutteur qui faisait le plus de haute voltige, entre parenthèses, pour un main wrestler, qui était spectaculaire. Mais sinon, Jeff a vraiment été unique dans son style à lui, à l'époque. Ouais, c'est un spécial. J'ai jamais voté pour les Dudleys, par contre. J'ai toujours trouvé cool à cause de la tailleur, à cause des tables, à cause de des personnages, oui, mais les 3, je pense que c'est l'équipe que j'aimais le moins. Ben, c'était l'équipe avant la moins plus flashy des 3. Là, les Hardys et les Christian, c'était vraiment genre type cruiserweight un peu plus. Tandis que les Boys, c'est genre les gros dudes dans le field qui vont mettre les petits à l'ordre quand c'est le temps. Tu parlais aussi du match à No Mercy, du match d'échelle. Il faut parler aussi du match SummerSlam 2000. Ben, le match de WrestleMania 2000 aussi, là, avec juste le combat d'échelle cette fois-ci. Ah ouais, sérieux, il était ça avant? Oui, WrestleMania 2000 était avant. Ouais, SummerSlam 2000, c'était le Table. Puis WrestleMania l'année d'après, c'était le TLC. X7, c'est TLC. Ben, les deux, c'était TLC, je pense. Parce que c'était TLC 2, le deuxième à WrestleMania. Ouais. Les deux, c'était TLC. 2000, tu penses? Ouais, non, WrestleMania 2000, c'est juste un combat de triangle ladder match. C'était juste ladder match, mais il y avait des chaises et des diables pareils dedans parce que c'était ça leur objet. Après ça, à SummerSlam, il y a eu le TLC. Puis à WrestleMania X7, il y a eu le TLC 2. SummerSlam 2000. SummerSlam 2000, ouais. Au Hometown des Hardys, qui était à Raleigh, North Carolina, je ne me trompe pas dans ce temps-là. À moins que j'inverse les deux. Là, mais je pense que tu inverses parce que. Je pense pas, mais ça se peut. Je vais juste te confirmer. Ouais, Tables, Arrows and Chairs, SummerSlam 2000. C'est le premier, ça. Ça, c'est le premier, ouais. TLC 2, c'est ça, ouais. X7, ouais. Puis il y a eu un match de table aussi entre les. Ouais. Parce qu'après ça, c'était. Mais en fait, le but du TLC, c'est qu'il y avait eu un match de table, il y avait eu un match d'échelle, puis que Edge et Christian, il y avait eu un chair match aussi entre les.
Pas en équipe, mais plus single, je pense. Ou, je pense non. que c'est contre une autre équipe, non? Non, c'était pas la chaise parce qu'il faisait le concerto, c'est ça qu'il l'a inclus là-dedans. Il n'y a pas de match de chaise, mais il y en a eu après, par après, il y en a eu. Ben oui, là, plus tard dans l'histoire de la lobby, oui, mais non, c'était pas. Il me semble qu'il n'y a pas de match de. À part les TLC, il n'y a pas de match de chaise, à ce que je cherche. Ouais, il avait introduit les chaises parce que les Dudleys avaient les tables et qu'il fallait quelque chose pour eux autres. C'est ça. C'était plus ça, le endgame de tout ça. Pour toi, c'est quel le meilleur match des trois? Le meilleur match en TLC X7? X7, c'est sûr. Là. Ouais. En même temps, ça me semble que ce choix-là, c'est évident, mais les autres matchs sont bons aussi. Là, je veux dire, c'est pas des. Pas parce que là, il est supérieur de beaucoup que les autres sont pas bons. Là. Au contraire, ils sont tous très bons, mais WrestleMania X7, c'est dur de l'accoter. WrestleMania X7, qui est peut-être, selon plusieurs, le plus grand WrestleMania de tous les temps. Juste avec les deux spots là, avec Edge dans l'échelle, Edge qui fait le spur à Jeff Hardy, puis Bubba Ray puis Matt qui vont des 4 tables en bas du ring, puis c'était malade. Là. Puis il ne faut pas oublier aussi un show qu'on avait reviewé, Royal Rumble 2000, qui est un table match entre les Dudleys et les Hardys. Ouais. Ça, si on parle un peu de la chronologie des choses, il y a eu un combat d'échelle à No Mercy, il y a eu un combat de table au Royal Rumble, il y a eu un TLC à SummerSlam, puis il y a eu TLC 2 à Excel. Ouais, donc, ça, pour vrai, si vous avez, je vous conseille vraiment de tout regarder ça. Si vous êtes vraiment un fan de lutte et que vous voulez comprendre la chimie entre ces équipes-là, allez voir au début avec les Hardys, Edge et Christian, qui étaient un peu des styles similaires, là, dans le sens que Edge et Christian étaient capables de faire de la haute voltige aussi, étaient spectaculaires à leurs heures. Les Hardys ont step up la game. Puis après ça, il y a éventuellement les Dudleys avec les tables. Allez voir à partir des premiers matchs entre Edge and Christian et Hardys. Puis après ça, tous les matchs, table, échelle, TLC. Puis dites-nous dans les commentaires, c'est quoi votre meilleur match à vous. C'est pas mal de ton bord, moi aussi. Là, top of my head de même, X7 est pas mal. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un autre TLC par la suite à SmackDown un moment donné, là, en 2001. Là, avec les trois mêmes équipes, ils ont rajouté Benoit Jericho par-dessus. Puis ça aussi, c'est une crise de bon match. Ben oui. À SmackDown, la TV en plus, c'était fou. Là. Puis Benoit Jericho, deux des meilleurs lutteurs ever. Là. Ben oui, il y avait un match d'échelle aux autres même à Rumble 2001 qui était excellent. Qu'on parle pas assez, en fait. Bon, le Review Wave, une couple d'années, mais oui, c'est en même temps. On sait pourquoi ils n'en parlent pas. Là. Pourquoi donc? Ben parce que Jericho n'est plus là. Jericho est à AEW, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'ils n'en parlent plus. Sinon, je ne vois pas pourquoi d'autres, sinon il n'y a pas. Toujours des guerres de promotion. Eh oui, hein, c'est pas grave. Fait que rajoutez-les à l'ordre des matchs qu'on a dit, mais regardez ce match-là aussi. Est-ce que on va revoir ce type de rivalité-là un jour? Entre des équipes puis avec des matchs peut-être. Entre trois équipes, c'est un peu plus dur là, parce que c'est rare les two-way tag team feud. Là. Mais je trouve qu'FTR et les Young Bucks, c'est pas mal ça un peu. Là. Sans les combats vraiment genre d'objets, à part un match qu'ils viennent d'avoir. Je pense que la meilleure comparaison, c'est cette équipe-là. Je ne sais pas si tu peux racheter une équipe par-dessus, genre les Lucha Bros ou je sais pas si tu peux faire ça, mais. Ça serait l'équipe qui a le plus de chimie que les Bucks aussi, là, les Lucha Bros. Ouais. Fait que tu pourrais faire ça aussi, là, mais moi je vois plus FTR et les Young Bucks quand je pense à cette rivalité-là dans le temps. Là. Puis si je vois du côté de la, mettons, WWE dans les. Mettons, je te donne 5 ans. Dans 5 ans, là, tu peux-tu recréer ça? Puis si oui, mettons, je te donne le crayon. Là, avec quelle équipe? La seule rivalité que je pourrais penser comme ça qu'il y avait eu, c'est les Usos et les New Day. Là. C'est vrai. Ils ont fait beaucoup de matchs on and off pendant beaucoup d'années. Fait que, mais rivalité avec 3 équipes, c'est dur. Là. Il n'y en a pas tant que ça, mais à 2 équipes, c'est plus facile à trouver, comme je viens de nommer. Là, mais ouais, je dirais que ça serait eux autres. Nous, les Usos puis FTR, Young Bucks, les comparaisons les plus faciles pour Dudley's, Hardys et Edge & Christian. Je pense que si on est capable de créer des rivalités, des tag teams dans le futur, je pense que, même si je ne suis pas un fan, je pense que Gargano et Ciampa, à cause de leur histoire ensemble, pourraient faire une équipe qui pourrait monter les échelons un peu. Peut-être pas. Je pense pas qu'il va y avoir aucune équipe qui va aller rejoindre qu'est-ce que toutes ces 3 équipes-là ont fait dans cette ère-là. Là. C'est différente époque aussi, là, c'est sûr. C'est ça. C'est plus dur à créer, mais j'aimerais revoir des TLC.
par contre. J'aimerais ça revoir un TLC éventuellement. Un vrai TLC comme ça. Pas juste un TLC parce que c'est un pay-per-view puis on est obligé de faire ça, mais quelque chose qui a du sens, qui arrive pour une vraie raison. T'sais. Un TLC single, le meilleur que je peux penser de Top of My Head, c'est Cena Edge. C'est pas mal un des très bons qu'il y a eu single. Avec la rivalité. Ouais. Ouais. Celui avec à Toronto, je pense, c'est ça? Où est-ce que Edge perd? Ouais, Edge perd, puis il avait battu Cena à Boston. Avec le FU de Top c'est tables. Sur le top, ouais. Sinon, il y a un autre TLC aussi qu'il y avait eu à Raw, maintenant, c'était Kane puis Hurricane contre Spike, puis Spike Bubba, Jeff Hardy, RVD, puis Jericho Christian, qui était bon. C'est vrai. Mais l'enfant Hurricane n'était pas là. Il s'est fait attaquer par, je pense, Triple H puis Evolution backstage, fait que Kane était tout seul. Là. Puis non, c'était bon aussi ce combat-là. À ce moment-là, avec cette rivalité-là qu'on vient de parler, les Dudley Boys vont sortir et sont heal, mais vont se faire de plus en plus acclamés par la foule. La foule va les aimer évidemment parce qu'ils font des beaux sur les tables. Parce qu'il fait des powerbombs sur des femmes, Bubba Ray Dudley, puis il rentre en transe quand ça arrive. Non, ça, c'est pas là. C'est là, ça s'en en fait, je m'en venais là. En fait, ils se faisaient acclamer, mais pour contrer ça, c'est là qu'ils ont commencé à faire le trend de Bubba Ray qui est obsédé par des femmes. Puis le endgame, c'est qu'il powerbomb les femmes sur les tables. Ça, c'est avant. C'était en 2000, ça, que c'est arrivé. C'était pas. Ouais, mais c'est ça, on l'a dépassé en parlant du TLC. Non, mais. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs TLC, mais je veux dire, les Boys, leur popularité était bien avant le TLC. TLC. Mais pour contrer le fait qu'ils sont des heels cool comme Astor, comme toutes les heels le sont, là. En tout cas, toutes les heels cool, ben, ils ont fait le trend des femmes sur les tables. Puis c'était assez controversé à l'époque, mais je déteste pas ça parce que, dans le sens, on était dans ce genre d'époque-là où c'était mal vu de faire des moves sur les tables à des femmes. C'est encore mal vu aujourd'hui à WWE, mais si tu regardes ces circuits indépendants, dans d'autres promotions, il y a plein de femmes qui font des matchs hardcore contre des gars. Puis, je pense à la première qui me vient en tête, c'est genre Jodie Tritt, qui, elle, à TNA, fait des matchs contre des hommes. Après, en fait, évidemment, il y a eu Pisto au Québec qui en a fait un peu sa carrière. Il y a plein d'autres femmes comme ça qui ont fait des matchs extrêmes. Pionnières. Exact, les pionnières. Lita était dans cette rivalité-là, qui est de Daisy Hardy aussi, qu'elle a mangé une coupe de powerbomb sur les tables aussi. Ouais. Donc, puis il y avait même eu je me souviens pas, c'était Tori Wilson qui avait fait une table juste pour elle, qui voulait vraiment pogner. Non, c'était Trish. C'était Trish. Ah, ça c'était quand Trish était les beaux segments télévision, ce qu'elle testait les tables. Elle était comme ça sur la table, elle faisait hard. Ouais, elle a une couple de même, là, genre 3-4 promos de même, puis à tous les fois, elle portait des petites affaires de lingerie. Là. Trish Stratus. Je te remercie pour mon adolescence. Mouah. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Toujours aussi belle d'ailleurs, cette Trish Stratus. Je sais pas. Puis, entre ça aussi, on parlait des femmes et des TLC, mais il y a aussi Spike Dudley qui avait rejoint les Dudley Boys, K-Fabe, qui étaient dans leur famille, évidemment. Ouais. Mais c'était pour contrer les Hardys qui avaient Lita, puis Edge Christian qui avait Rhino. C'est vrai. Ouais. Rhino, ça faisait pas tant de sens à l'époque. Rhino, c'était des chums. Là. C'était aussi qui était un rival des Dudley Boys aussi. Ouais, c'était un chum d'arrivée d'Edge Christian aussi, puis ils ont grandi dans la business ensemble, les trois. Là. Un chum, c'est un chum. Ben ouais, mais c'est correct. Ensuite, après ces segments de table-là, les TLC, etc., on se retrouve en 2001, évidemment, on a parlé du TLC X7. C'est aussi en même temps que la fameuse Invasion de la WWF, ECW et WCW. Donc, à ce moment-là, il y avait un face turn qui se faisait un peu avec les Dudleys, mais qui sont redevenus heel assez rapidement. Ils ont resté face peut-être, 1 mois, 2 mois. Ils sont revenus heel avec l'Invasion, je ne me trompe pas. Ouais, ils ont tourné contre avec ECW. Là. Ouais. Ça faisait juste du sens qu'ils soient avec Paul Heyman et ECW pour se battre dans cette rivalité-là, que, évidemment, on a déjà fait le podcast sur la Invasion, toute cette ère-là. Peut-être
le plus grand, la plus grande chose ratée de l'histoire de la lutte, la plus grande storyline ratée de l'histoire de la lutte, l'Invasion, parce qu'il n'y avait pas les acteurs principaux de chaque promotion. Puis il ne voulait pas que le lutteur allait l'air faible comparé aux autres de la WCW qui arrivaient de l'ennemi. Ouais, c'est ça. Donc, encore là, quand on parle de la Invasion et de la WCW/ECW, les Dudley Boys étaient au top des main eventers. Évidemment, on avait Booker T qui était là comme principal main eventer de la WCW. Mais si tu regardes la ECW, tu as Rob Van Dam qui est là, qui était vraiment Rob Van Dam, qui était le pilier de la ECW, mais tu as les Dudley Boys, qui est comme leur main eventer. Ensemble, c'est les Dudley. C'était pas mal RVD, les Dudleys, puis Rhino, les 4 plus gros principaux acteurs de ECW qu'il y avait qui dominaient, si on veut. Mais tu sais, tu regardes ça, WCW, il y avait qui? Il y avait Booker T. Il y avait des DP, entre parenthèses. Ouais, des DP. Parce que c'est ça. Sinon, c'est tout le monde qui était Austin, qui était WCW dans le temps, puis les McMahon, puis ça. Fait que, tu sais, tu regardes vraiment, là, si mettons, tu creuses dans le roster des deux compagnies, la CW était plus forte que la WCW. Selon moi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter dans à la WWE dans ce temps-là, oui. Là. Ouais. Donc, évidemment, une longue d'invasion. Et évidemment, pas de secret pour personne, la WWF a gagné ce combat-là, Survivor Series, et fait en sorte que acheter la WCW, la WCW, donc appartient à la WWF. Évidemment, après ça, il y a eu plusieurs coupures. Là, il y a des coupures dans la vraie vie qui ont laissé aller. Évidemment, les Dudleys, eux autres, sont restés avec la compagnie. Ont évité les coupures, puis ont même unifié les titres WCW et WWE, ce qui faisait en sorte que c'était la première équipe à gagner les titres de 3 promotions majeures, SCW, WCW et WWE. Tu te souviens-tu contre qui avait gagné les titres unifiés? Ben, il avait battu les Hardy dans un combat de cage, non? C'est contre les Hardy dans un combat de cage? Ouais, quand on m'a amené... Est-ce que t'es... Ça n'a aucune esti d'allure que tu as le mémoire de moi. Ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a aucun sens, pour vrai. C'était à Survivor Series 2001 qu'on a reviewé, là, le combat de cage, où Jeff peut sortir de la cage, mais il voit la table, puis il voit Devon dessus, puis il veut absolument faire son swanton. Puis l'autre se tasse, puis... ouais, en même temps. Ouais. Puis l'autre s'est tassé, puis il s'est fait piner à cause de ça. OK, fait que c'était ce combat-là qui a fait en sorte que les titres étaient unifiés. Ouais. Excellent. Donc, là, on se transporte, on est rendu en 2001-2002. Ouais. Donc, évidemment, le gros... Là, j'essaie de me rappeler, il y avait le One Night Stand, je ne l'ai pas marqué en nom vraiment, mais le One Night Stand, il était en quelle année le premier One Night Stand? 2003? Je pense en 2004, je pense. Ok, 2004, c'est bon. Me semble, là. Donc, évidemment, les Dudleys ont unifié les titres par équipe, vont remporter les titres, vont défendre les titres et vont remporter les titres de la WWE plusieurs fois. On va en reparler un petit peu plus tard aussi. Mais pour la première fois depuis 2005. 2005, ouais, c'est vrai, tu as raison. Pour la première fois depuis très, très, très longtemps, les Dudleys vont être séparés lors du draft de 2002. Le méchant draft. Le premier? Oui, le premier, qui est probablement une des plus grosses erreurs. Moi, je me souviens à cette époque. Pas que c'est une erreur parce qu'on a pu découvrir Bubba Ray, mais ça fait mal à Devon, par contre. Ouais. C'était cool. Qu'est-ce qu'on fait avec Devon après, je trouve? Ouais, c'était cool parce que c'était drôle, mais c'était dégueulasse. Quand tu révérend Devon, c'était malade. C'est Testafa! Avec Batista comme gars qui tient la cagnotte. Ça nous a permis de découvrir Deacon Batista à l'époque. Donc, qui était monté de la... C'est FCW, hein? Non, OVW. OVW, ouais. Lui Batista qui était dans le même groupe que Benjamin, Lesnar et Orton. Me semble, c'est les 4 ensemble, dans la même classe, ouais, avec Cena aussi. Là. Ouais. Donc, Leviathan. En fait, je pense que Batista était arrivé après, mais il était. Il était avec eux autres pareil. Il était avec eux autres pareil, mais c'est le dernier qui est arrivé du groupe. Les 4 autres.
Fait que oui, comme tu l'as dit, Devon est devenu révérend Devon avec Batista. Y a-tu des affaires que tu te souviens un peu de révérend Devon? J'ai pas, pas développé là-dessus. Ça était écœurante, là. Et comme ouais, c'était malade, ça. Puis un moment donné, il a fait même une équipe avec Ron Simmons un moment donné, puis l'affaire, c'est que Devon disait que c'était pas bien de se masturber, puis l'autre était là, damn! Puis il disait que lui, ça ne dérangeait pas, puis ils ont feudé à cause de ça après. Là. Incroyable, c'est dégueulasse. Quand je dis que c'est dégueulasse, c'est pas pour rien. Sale team. Devon puis Farouk. Évidemment, ils n'ont pas mis ensemble parce qu'ils étaient noirs les deux, hein, ça c'est sûr que non. Ben, ils fitaient pareil dans le sens que c'est genre les gars du tag team qui ont fait le moins dans. Ben, pas. C'est pas juste de dire que Farouk a fait moins que Bradshaw, là, parce qu'il a quand même été World Champion à WCW, mais Bradshaw, il a été le plus long champion de WWE, quasiment de l'histoire de SmackDown, puis il a fait plus, mais c'est pas mal plus grand comme différence que. Moins grand, je veux dire, que Devon et Bubba. Là. Il a quand même été le leader de la Nation of Domination qui nous a permis de découvrir The Rock aussi. C'est pas rien. Ben, The Rock, oui puis non. Là. Il était là avant. C'est pas comme si c'est lui qui avait amené The Rock avec début. Là. Je veux dire, la naissance du Rock, ça s'est fait là avec. C'est là qu'il a pris son envol. Là. Il a quand même. Farouk a quand même aidé The Rock à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, dans le sens que c'était lui le leader à ce moment-là. Il serait devenu quand même The Rock, sûrement. Dans le fond, Farouk, il a pogné The Rock qui avait mal à une patte, il l'a réparé, puis après ça, il l'a fait voler dans les airs, puis qu'il s'en aille, il était correct, top shape. J'aime tellement ton analogie, c'est parfait. Puis, évidemment, Bubba Ray qui a eu une très belle run du côté de Raw, il était drafté du côté de Raw, il était plusieurs fois champion hardcore, puis il faut savoir qu'à cette époque-là, quand même, la hardcore belt était quand même plus relevant. Là. Il y avait des matchs. Tu que sa petite affaire qu'il faisait dans ses matchs? Petite affaire. Il dansait dans ses matchs. Des fois, il partait une tune puis il dansait. C'était-tu dans ce run-là, ça? Ouais, dans ce run-là, ouais. Ah ouais? Ouais. OK. Ben, je me souviens qu'il dansait, ça, je me souviens de ça. C'est un style goofy, là, mais. La tune qui partait puis il dansait. Puis, je pense que c'était plus tard, ça. Non, il y avait un solide push quand même dans ce temps-là. C'est ce que j'allais dire, c'est que oui, il a gagné la hardcore plusieurs fois, mais il y a quand même eu un match de championnat contre Triple H dans ce run-là. C'était genre, parce que Triple H dans ce temps-là, il était avec Evolution, tout, fait que dans le fond, Bubba Ray, c'était comme genre, t'aimes ça bullier le monde, toi, hein? Moi, je suis capable de moi avec, puis on commençait à rivalité de même. Puis non, c'était intéressant. Bon, il était poussé, c'était quasiment un main eventer dans ce temps-là à Raw, Bubba Dudley. C'était cool. Ouais. Mais il faut savoir aussi que WWE, c'est un peu ça. Si tu as un micro à WWE, tu peux quand même te rendre loin. Tu n'es pas obligé d'être un excellent lutteur. C'était pas le. Vince, c'était pas ça qu'il voulait. C'était pas. T'es un des meilleurs lutteurs, tu vas être couché. C'est sûr qu'il y a des exceptions parce qu'il y en a qui étaient bons micros et qui étaient bons lutteurs. Mais si tu avais un micro, habituellement, tu avais un bon spot sur la carte pour le. Si tu étais capable de divertir le monde, c'était correct. Ouais. Donc, oui, un excellent push à ce moment-là. Je me souviens très bien de ça, honnêtement. Puis, j'avais bien aimé ce run-là, même dans le temps que je n'étais pas un des plus grands fans des Dudley. J'avais aimé mais moi, je me souviens, j'avais pas aimé qu'ils soient séparés. Là. J'étais moins maintenant, là, mais à l'époque, j'étais vraiment quelqu'un que stay with the. Quand tu as quelque chose, j'aimais pas que les affaires changent trop souvent. J'étais bien avec mes équipes. Mais avec le draft, ils ont comme sacrifié un peu les Dudleys pour montrer comme quoi dans le draft, mettons, ils peuvent se faire draft, ils peuvent suivre n'importe quelle équipe, n'importe quand, puis que la rivalité entre Vince et Ric Flair, qui était à l'époque les deux GM, là, ça avait commencé avec Flair qui a pris Bubba Ray, puis l'autre il a fait ah ouais, tu veux faire ton comic, mais moi je vais prendre Devon. C'est ça. Ouais. Mais je pense que c'était quand même un must. Tu n'avais pas le choix de, de faire ça parce que. Ouais. Et même si c'était drôle, la run de Devon était pas mal plus désastreuse que celle de Bubba Ray, mais heureusement pour les deux vont être réunis lors de Survivor Series ensemble, à mon plus grand bonheur. Un show qu'on avait écouté ensemble aussi, si je me souviens bien. Ouais, on a fait le review aussi sur Survivor Series 2002. Ouais. Puis avec le combat 3 contre 3 de table avec Rico puis Trinity Warning contre Bubba, Spike puis Jeff. Ouais, exact. Survivor Series 2002, c'était aussi les débuts de Taz contre Kurt Angle. Ah non, c'est 2000, ça, excuse. Ouais, 2000. C'est les redébuts de Scott Steiner, ça, 2002. C'était-tu là que Big Show avait tourné contre Lesnar aussi à Heyman? Ouais. Give me a fucking mic!
Puis c'était le Angle se battait contre Taker à ce moment-là, je pense. Ça se peut-tu? Series 2002, non. 2003, ça, je me trompe tout le temps. Series 2002, Angle était en combat 3 contre le three-way tag team là, avec. Team Angle, non? Non, c'était Benoît Angle contre Los Guerreros contre Edge. Ah oui. Un estime match, ça. Ouais. C'est quand, moi, là, les bottes de Taker en serpent, c'est 2003, ceux qui sont avec Eric Angle qui est caché en bas du ring. Hein. Je sais que c'est en Survivor Series. Ça, c'est sûr. Angle contre Taker pour la belt de SmackDown. C'est 2000, ça, je pense. Survivor Series 2000. Je pense que oui. Ah, t'as raison. Parce que Rumble, c'est là que Taz est arrivé contre Angle. Puis, ouais, t'as raison. C'est 2000. Ouais. Un jour, il va falloir parler de ces bottes-là, puis de Eric Angle. Qui n'a pas duré longtemps, Eric Angle. Non, mais les bottes, c'est parce qu'il a oublié son gear, puis c'est Godfather qui a prêté ses bottes à lui, puis son pantalon. C'est ça la vraie histoire? Oui, il avait perdu soit il avait perdu son gear, il l'avait oublié, ou je sais pas trop. Puis il a demandé à Godfather, qui était un de ses grands chums là-bas, de prêter du stock, puis il a prêté ses pantalons, puis ses bottes. De mon Uno. Ben ouais, mais. Grand chum, évidemment, Survivor Series et Dudley vont être. Comment? BSK Forever. Exact. Survivor Series, après ça, il va y avoir la réunion des Dudleys. Ils vont aller à Raw, où ils vont remporter les championnats par équipe plusieurs fois. Il faut savoir que les Dudley Boys ont été titrés plus de 23 fois champions par équipe à travers leur carrière. Donc, puis c'est 23 fois legit, là, ils n'ont pas volé ces rings-là, c'est vraiment legit. Donc, ils vont être du côté de Raw, remporter les championnats par équipe pendant un bon 3 ans. Là, ils ont resté là. C'est à peu près ça, 2-3 ans, les drafts environ, actuellement. Maintenant, c'était aux années aussi. Ouais, ben au début, c'était aux années. Après ça, ils sont calmés un peu parce qu'ils avaient arrêté le brand split à un moment donné. Là. Puis après ça, ils ont recommencé une couple d'années. Puis là, même encore aujourd'hui, ils le font. Ouais, ça m'étonne que ce soit encore là aujourd'hui. C'est parce que c'est facile à dire. Là. On a un épisode spécial du draft avec le monde se tune in pour le draft. C'est comme faire un pay-per-view spécial, mettons un network special. Puis j'avais oublié aussi de mentionner, parce que j'ai dépassé un peu, mais il y avait eu quand même un gros match à WrestleMania X8. En fait, j'ai pas oublié de mentionner, on était pas mal rendu à RU. Ouais, on est rendu là pas mal. On était pas mal rendu là. Où évidemment, les Dudleys feudaient avec leur petit frère Spike Dudley, qui lui s'avait associé avec Taz pour un combat par équipe à WrestleMania X8 en mars 2002. Donc, ça, c'est quand il y a eu le Get the F Out aussi, qui est arrivé pas longtemps avant. World Wrestling Entertainment. Donc, c'est pas mal ça. WrestleMania X8, t'as dit. X8, oui, c'était avant ça. C'était avant le. Parce que WrestleMania X8, si je me trompe pas, c'est pas un 4-way genre Billy and Chuck et tout ça? Non, c'est contre Taz. WrestleMania 18, ok? Je peux aller voir si tu veux, mais je suis pas mal sûr. X8. Results. Ah, t'as raison, c'est le Four Corner. Ah ouais, Billy and Chuck, APA, puis les Hardys. C'était avant ce match-là, d'abord. C'était avant le X8. C'était à Rumble, je pense. Ouais, c'est au Rumble, t'as raison. C'est au Rumble. Le X8, c'est le Four Corner match. Ouais, Rumble 2002 que c'est arrivé. Fait que ça, c'est 2 mois après. Je pourrais jamais te mentir. Hein, tu m'en cacheras pas des petites cachotteries. Je pourrais jamais Par la suite, dans un autre draft, ils vont être draftés du côté de SmackDown, où côté de Raw était face. Ils vont retourner heel du côté de SmackDown et vont s'associer avec leur gérant et leur boss, leur ancien boss, M. Paul Heyman de la ECW. Où là, les Dudleys vont avoir quand même un gros push dans les main events, dans les sphères main events de SmackDown. C'est dans les bons temps de SmackDown aussi, évidemment. On en parle souvent là, des SmackDown 6. Donc, ils vont avoir une rivalité dans les main events contre Undertaker à ce moment-là. Qui va avoir American Bash. Je me souviens à l'époque, là, ça avait. Pas les débuts d'Internet, c'était déjà un bout qu'Internet était là, mais il y avait des affaires qui leakaient. Puis quand le fameux affaire qu'il pratiquait avec Taker puis Paul Bearer, il y avait une vidéo qui avait leaké de ça. Là. Ah ouais, il pratiquait puis il avait montré ça. Là. Puis l'autre faisait Oh no, Taker! En pratique, c'était écœurant. Taker qui était en street clothes. Ouais, exact.
Donc, ça, c'était un moment où, évidemment, c'était un match bizarre où Paul Bearer était dans un truc de ciment, un genre de bocal, puis il y avait comme une machine pour couler du ciment dans le bocal pour couler quelqu'un dans le ciment, évidemment. Puis ça, c'était évidemment un match qui avait été remporté par les Dudleys, hein, si je ne me trompe pas, contre qui a battu Taker. Non, Taker avait gagné. Taker avait gagné, puis Heyman t'a posé le fuck, je le fais pareil, l'affaire avec le ciment, puis Taker était le poignet, puis c'est Taker lui-même qui a fait l'affaire du. Il a sacrifié Paul Bearer parce qu'il a vu que si, mettons, tant qu'il va y avoir Paul Bearer, il va t'avoir ce voyons faible avec lui qui va faire qu'il aille sauver, fait qu'il a aussi bien le faire lui-même. Fait qu'il avait ridé off Bearer des histoires, puis il était parti pour. Ben, oui, ça n'a pas rapport, là. Puis si tu vas me dire que ça n'a pas rapport, mais les Kings, ils mettent Riddick aujourd'hui des Nets. Ben, je pense qu'il a abandonné. Bon, ouais. Il n'est pas chez Riddick. C'est pas comme si on avait. Cam Talbot, ouais, il y a ça. C'est pas comme si on passait en première ronde, on se faisait pas éliminer en deuxième, puis déjà là, ça fait 3 ans qu'on la passe pas, on n'est pas là, mais c'est correct, on fait une série, puis on fait une série, on a un revenu de plus, c'est tout. Puis les jeunes ont de l'expérience. Mais on est loin, on n'a toujours pas de défenseur qui est prêt à remplacer Doughty, puis on n'a toujours pas de gardien. Ça fait la dernière fois qu'on a eu un bon défenseur après Doughty, c'est l'autre, là. Martinez? Non. Ben, Martinez, c'était correct, mais. Voinov, fait qu'on remonte à quasiment 12 ans. Tu sais, maintenant, il faudrait que tu draftes, là. Ah, yes. Là, tu commences à. Tu t'embarques dans des affaires émotionnelles, ça marche pas. Ah ouais, mais c'est correct. J'ai mal au cœur, ça. Bon. Je m'a vomir dans la bouche, là. C'est trop, ça. Ouais, un petit peu trop. Continue. Fait que je t'ai rendu avec tout ça. Great American Bash. Ouais. Taker avait gagné le match, puis c'est ça. Ouais, exact. Donc, du côté de Great American Bash, on approchait tranquillement. Ça, c'était en 2004, le Great American Bash. Ouais. C'est après ça que Dudley Boys ont eu une petite touche différente dans leur équipe parce qu'il y avait un nouveau leader avec eux autres. De quoi tu parles? Et Dudley Boys, à un moment donné, ils étaient à SmackDown, puis ils ont eu Spike Dudley qui est arrivé avec eux autres, puis c'était lui le boss de la famille. Ouais. Ben, c'est ça que je veux dire. Après cette rivalité-là, après ça, ouais. Genre fin 2004, à peu près, c'est arrivé cette affaire-là. Ouais. Ben, il avait interféré dans un match, là. Ben non, il y avait un match, c'était Rip et Spike contre les Dudley Boys, puis à la fin, ben, Spike s'était tourné contre Rey Mysterio, puis il l'avait drivé sur une table avec son double. Spike avait battu Rey pour la Cruiserweight en plus. Ouais. Avec l'aide des Dudleys parce qu'ils avaient obligé à l'aider. Ouais, c'est comme genre le leader, il bouliait comme il faisait avec lui avant, là, mais c'est le contraire. C'était Spike Dudley qui était le boss de la famille. C'est cool. Ouais, c'est différent. Mais ils n'ont pas été longtemps avec eux autres, par exemple. Non. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'en 2004, c'était pas mal. Ils ont été write-off of TV pendant une couple de semaines puis de mois. Fait que on les avait pas vus pendant un bout. Puis je pense que leur dernier match, c'était. Ça se peut-tu que ça soit contre Big Show puis. Big Show puis Kane? Big Show puis Kane, ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait. Je pense qu'il y avait Take Out Big Show, quelque chose comme ça, ou Kane, un des deux, je ne sais pas c'est lequel. Là. Puis après ça, il avait été write-off of TV pendant un bout. Puis après ça, là, ils sont revenus pour l'événement One Night Stand en 2005. Évidemment, c'est le main event de One Night Stand 2005. C'est les Dudley Boys contre Tommy Dreamer et Sandman. Je ne sais pas. Ouais. Donc, ça, One Night Stand 2005, pour ceux qui n'ont jamais vu ce show-là, c'est vraiment la meilleure affaire que la WWE a faite pour la ECW, d'après moi. Ouais, d'accord avec ça, toi? Oui, bien sûr, oui. Ouais, c'est ça. Par contre, après One Night Stand 2001, qui était One Night Stand 1, qui était un des meilleurs shows ever hardcore présentés par la WWE. Un des meilleurs shows ever, point, là. Ah ouais, ever, point? Ben ouais, c'était fort, c'était fort en crise. Ouais, c'est vrai. Moi qui n'ai pas un gros fan du hardcore à ce moment-là, j'avais trippé, vraiment trippé. Il est dans la peut-être fin du top 10, peut-être, top 15 à peu près. Ah, je prends des accords. Ouais. J'avoue que même aujourd'hui, on s'en souvient comme un WrestleMania X7. Fait pour qu'on s'en souvienne autant, c'est parce que ça a marqué du monde. Puis même si vous êtes un fan de lutte moins casual que nous autres, je pense que vous vous souvenez très bien de moi, écoute, l'entrée de John Cena contre RVD, c'était-tu iconique, ça? Oui, c'était fort en crise. C'est malade.
Par contre, malheureusement, après ça, il y a eu une histoire de contrat autour des Dudley Boys. Évidemment, les Dudley Boys voulaient renouer leur contrat, mais Vince McMahon leur a fait une offre assez basse qui est un peu qualifiée par Bubba Ray de rire d'eux autres, avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui était pour la compagnie. McMahon a donné... Apparemment que Vince avait donné cette offre-là parce qu'il ne voulait pas les signer. Fait qu'il a juste fait une offre comme pour faire une offre, juste pour dire... Pour dire j'ai essayé, mais il ne voulait pas rester. C'est ça. Fait que les Dudleys, ils ont pris leur base, puis ils sont partis parce qu'ils se sont dit non, c'est pas vrai qu'on va se faire rire de nous autres, de même par un gars qui est millionnaire, même billionnaire. Ils l'ont amené, ils ont été amener leur talent à Nashville à la place. Exact. Par contre, chose que les Dudleys ne savaient pas au départ, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre le nom des Dudley Boys et ils se sont même renseignés auprès de Paul Heyman qui, lui, pensait que oui, il pouvait garder les noms. Mais non, parce que Vince McMahon, quand il a acheté la WCW et la ECW, avait tous les droits des noms. Donc, si les Dudley Boys voulaient continuer leur carrière, ils ne pouvaient plus prendre le nom des Dudleys. Ouais. Très important. Donc, un nouveau nom sera maintenant connu pour les Dudley Boys et ça s'appellera Team 3D. Évidemment, 3D fait référence à leur fameux prise de finition. Tu veux faire l'histoire sur le fameux 3D avec tes bonhommes? Là? Tu fais cette histoire-là ici? Je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. OK, je pourrais le faire. C'était qui? Ah oui, OK. À un moment donné, je faisais un show de bonhomme de lutte dans mon appartement de jeunesse, en fait. Puis il y avait la porte, il y avait 2 chambres, puis nous, puis il faut savoir que quand on faisait des shows de bonhomme de lutte, c'était vraiment une happening. C'était quasiment la messe du dimanche pour les religieux. Ouais. Honnêtement, on se donnait pas à peu près, là, juste pour vous dire que quand on faisait des Buried Alive matchs, on allait chercher du sable dans le parc pour les mettre dans une boîte de souliers. Puis en tout cas, tu sais, un peu craqué, les gars. Là. Fait que j'étais avec Nasty, on faisait notre show, puis évidemment, il y avait les Dudley Boys sur le show. Puis il y avait quelqu'un qui était venu sonner à la porte. Je me souviens pas c'était qui à ce moment-là, par contre. Mathieu, sûrement. Mathieu, je pense, qui était venu sonner à la porte. Puis moi, j'avais dit à ma mère, peu importe qui vient sonner, je suis pas là. Parce que je ne voulais pas me faire déranger. Il y avait un choix important à faire. C'était WrestleMania, probablement. Ouais. En fait, pas probablement. C'était WrestleMania. Parce que j'ai une suite à l'histoire. Ouais. Fait que j'avais dit à ma mère, tu diras que je suis pas là. Puis évidemment, Mathieu avait sonné à ma porte. Ma mère avait dit, il n'est pas là. Puis là, au même moment, Mathieu a entendu 3D. Parce qu'on collait le mot 3D qu'on était en train de faire sur les bonhommes de lutte. Ouais. Ouais, t'avais ton entrée, tu partais les tunes avec ton ordinateur, puis c'était malade. C'était vraiment... Souvent, il arrivait dans dessous de la table de même. Oh! Ouais. Avant-gardiste. Ouais. Puis, je me souviens particulièrement de ce moment-là, la grand-mère à Dave, il faut savoir qu'elle était handicapée, donc elle était en chaise roulante. Puis à cette époque-là, elle avait appelé Dave parce que Dave faisait les tâches de la maison pour aider. Fait qu'elle avait appelé Dave et elle avait dit il va falloir que tu t'en viennes. Puis Dave a dit je peux pas m'en venir, on est en train de faire WrestleMania, on est en train de taper WrestleMania au bonhomme. Puis elle avait gueulé dessus, elle dit non, tu t'en viens tout de suite. Puis j'avais continué le WrestleMania tout seul, puis j'étais en tabarnak. C'est sûr. Mais tu sais, à place d'arrêter et de commencer plus tard, genre, ben non, faut que je finisse WrestleMania. Voyons donc, il y a du monde, il y a des fans dans le fond. À l'intermission, si t'avais dû faire ça. Bref, mais il était revenu un peu plus tard pour, je pense, finir les 2 derniers matchs. OK. Ah, tout est bien qui finit bien. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait sans ça. Non. J'ai déjà manqué aussi un cours d'été parce que fallait que je fasse un pay-per-view de bonhomme. Oui, c'est correct. Chacun sa passion. Mais non, c'est pas correct, Carlis. Chacun sa passion. C'était un cours, comment? T'aurais appris quoi de plus là-bas? Probablement rien. C'est ça. Fait que, à partir de septembre 2021, le 21 septembre 2005, Bubba Ray et Devon seront maintenant connus sous les noms de Brother Ray et Brother Devon. Ils vont signer un contrat de plusieurs années avec la TNA. Ils vont s'appeler Team 3D. Ouais. Et leur première apparence a été le 1er octobre, un épisode de TNA Impact où ils ont sauvé le Three Life Crew de Ron Killings, Conan et B.G. James, Road Dogg à l'époque. Contre la Planète Jarrett et Team Canada. Donc, Team Canada! Fait que ça, on va en reparler évidemment la semaine prochaine dans la biographie de Jeff Jarrett. Yes. Qui va être une des plus grandes biographies de l'histoire du podcast. Et pour ceux qui ne savent pas comment épeler le nom de Jeff Jarrett... Non, tout à l'heure, ça. Tout à l'heure. On attend plus tard? Oui. Parfait.
La première rivalité de Team 3D à TNA va être contre America's Most Wanted de Chris Harris et James Storms, qui est une des grandes équipes de l'histoire de la TNA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, TNA, oui, attire 1000-2000 personnes, mais à l'époque, TNA, c'était vraiment une grosse affaire. Ouais. Ça a été une promotion qui a vraiment flirté avec la WWE. Mais TNA, dans le temps des Dudley Boys, quand on est arrivé, il y avait, pour après ça, il y avait Kurt Angle qui est arrivé aussi. Il y avait Jack Christian qui était là. Il commençait à avoir du bon monde là-bas, là, avec les talents in-house qu'il y avait comme AJ Styles, Daniels, Samoa Joe. Là. Ça commençait à cooker en esti TNA dans ce temps-là. Et évidemment, comme tu disais, la première affaire qu'ils ont faite, ils ont emmené les tables avec eux autres. Ils ont eu un match de table au premier pay-per-view qu'ils ont fait contre American Most Wanted. C'était du côté de Turning Point en 2005. Ça, c'était un moment où on écoutait aussi les shows de TNA assez religieusement. Ouais. Donc, il y a eu une grande rivalité contre America's Most Wanted qui était le tag team avec, évidemment, Sabin et Shelley dans le temps. Motor City Machine Guns, qui étaient deux tag teams assez relevant pour la TNA. Ouais. Mais tu parles de combat de table, mais aussi là-bas, vu qu'évidemment, il n'y avait pas le nom des Dudley Boys, ils ne pouvaient pas s'appeler Bubba Ray Dudley et Devon Dudley. Là. Mais ils ne pouvaient pas faire non plus Devon Get the Tables. Hein. Fait que c'est autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que Devon, Bubba Ray poussait Devon, puis il faisait un countdown pour que la foule dise Devon Get the Tables. Puis comme ça, les autres, c'est pas d'autres qui le disaient, mais ils étaient corrects. Fait que c'est même qui ont contourné l'issue de ne pas avoir les noms, les droits pour les noms. Là. Puis pour ceux qui suivent encore le produit aujourd'hui, quand Bubba Ray faisait des apparitions et tout ça, souvent que les dernières runs à WWE aussi, il faisait tout le temps le 1, 2, 3, get the table. Fait que ça restait un peu dans. Mais c'est bon parce qu'en même temps, non seulement tu n'as pas le droit, mais en même temps, ça fait participer la foule. Là. Ouais, ça met la foule dedans no matter what. Fait que ça fait un chant. C'est même plus hot, je trouve. Ouais. Mais ouais. C'est une façon plus. Tu t'adaptes, en fait. Ils sont bien adaptés. Ils ont chassé pas mal souvent au début les tag team titles sans les avoir. Évidemment, il y avait des matchs de haute envergure. Ça a pris quand même plusieurs matchs avant qu'ils puissent puissent aspirer à devenir champion par équipe de la TNA. Puis évidemment, finalement, ce privilège-là va arriver. Ça va arriver en 2005, dans la même année, au pay-per-view Lockdown, dans un combat de cage. Évidemment, c'était tous des combats de cage, Lockdown. Ouais. Où Team 3D vont battre Team Canada dans un six-side of Steel Anthem match. Donc, il y avait aussi BJ James et Kip James Bitch, qui était Billy Gunn et Road Dogg, pour remporter les championnats NWA de la TNA. Et évidemment, c'était la 4e promotion majeure que les Dudley Boys devenaient champions par équipe après la ECW, WWFE et la WCW. Donc, 4 fois champion par équipe de 4 promotions majeures, ce qui est complètement fou, TJ, là, pour vrai. Ah oui, c'est quelque chose qui va être dur à côté là, pour n'importe quelle équipe. Là. Quoi que ça, mais les Bucks puis FTR. Moi, je trouve que c'est FTR qui est le plus proche de parce qu'ils ont été à WWE, les autres. C'est plus facile. Un Bucks, ils n'ont pas été à WWE. Puis, ils n'iront jamais. Comme c'est là, ils n'iront jamais, je pense. Exact. Quoi qu'il ne faut jamais dire jamais. Évidemment, il ne faut pas non plus, on va en reparler dans pas long, mais il ne faut pas non plus exclure les IWGP Tag Team Titles, parce que les Dudleys, évidemment, vont mettre les grappins dessus bientôt. Puis, en fait, les championnats NWA vont être retirés. Ils vont s'appeler, à partir de maintenant, ça va être les championnats TNA. Donc, ils ont retiré les champions NWA, puis ils ont donné les ceintures TNA pour commencer le run avec la TNA Tag Team Titles du côté de Impact Wrestling, évidemment. Donc, très cool pour les Dudley Boys. Puis je me suis trompé dans le match. C'était à Lockdown 2007 et non 2005, où Team 3D a gagné contre LAX pour gagner les championnats par équipe dans un six-side of steel électrifié. Donc, ouais. LAX qui était quand même une grosse équipe à l'époque. Mais ça, c'était un match de marde avec la cage électrifiée. Là, que c'était c'était pas bon. C'était pas vraiment la cage électrifiée, c'est juste faisait des sound effects. Il fallait que les gars ils vendent comme c'était des affaires. Puis il y avait beaucoup de Chen Fire Russo dans ce match-là. Pour vrai? Ouais, c'est lui qui bouquait TNA.
Fait que nous, on disait Fire Russo pis tout ça. Aussi, il y avait beaucoup de matchs avec Sting puis Abyss, là, avec des affaires, des stipulations de marde. Là. Fait qu'il disait ah, c'est Russo. Fait qu'il y avait beaucoup de chance Fire Russo. Puis, bro. bro. On parlait de. Dans l'ère moderne, il y avait eu Kenny Omega contre John Moxley avec le match, le Deathmatch, là, où c'était l'Exploding Deathmatch, c'est comme ça que ça s'appelait? Ouais, mais ça, c'était le spot de la fin. Au moins, c'était juste la fin, c'était pas tout le match au complet. Là. Ouais, c'était pas. Ouais. On ne verra pas là-dessus, mais c'est pas la même chose. On partira pas là-dessus, ça fait des Non. Donc, c'est ça, ils ont quand même été 2 ans sans remporter les titres. Fait que ça, c'est quand même très cool. Ce qui est correct, c'est bien. Ouais, exact. C'est bien correct. Puis, ils ont eu des rivalités notables après ça. Là, je ne passerai pas toutes les rivalités qu'ils ont eues, mais évidemment, ils ont eu des rivalités contre Shelley puis Sabin. Chris Sabin, que toi, tu étais un gros fan à l'époque. Ça, c'est quand il était anti-X-Division, puis il voulait tout le temps battre tout le monde de la Division, puis il y avait Johnny Devine avec eux autres. C'est le gars qui les aidait. C'était bon, ces affaires-là. C'était une bonne feud. Exact. Puis le pire, c'est quand il y a eu les nouvelles ceintures par équipe, c'était Jim Cornette qui était là pour donner les ceintures à Team Fury à ce moment-là. Ouais. Donc, quand même très, très cool. Ils ont aussi des rivalités contre. Il y avait Tomko qui était là, Scott Steiner. Les Steiner Brothers, les Steiner Brothers, les deux, le Rick et Scott aussi. Oui, exact. Steiner Brothers, LAX, entre autres. Il y a eu même World Warrior Animal qui était là aussi. Ouais. C'est peut-être un. Ouais, je sais. Il y a eu bien des trucs, je dirais, passablement. En même temps, je comprends. Quand tu as une nouvelle. Tu sais, on charge souvent, mais quand tu as une nouvelle promotion et que tu veux attirer du monde, tu n'as pas le choix d'aller trouver des big names qui ne sont pas signés de produits. Il faut être du nom que le monde des noms que le monde reconnaît. Puis, je me rappelle de lui, je vais aller regarder qu'est-ce qu'il fait. Puis voilà. C'est ça. Fait que, oui, on chiale parce qu'on dit ils signent toujours les has-beens d'autres promotions, mais on fait la même chose avec AEW des fois. En même temps, t'as pas le choix. Là. Ah ouais, c'est pas juste du monde indie que le monde ne connaît pas non plus, parce que tu n'attireras pas de grand foule avec ça. Puis regarde, il y a beaucoup de monde connu de beaucoup de gens, puis ils n'attirent pas tant que ça non plus. Fait qu'imagine, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Fait qu'après ça, il y a eu beaucoup de. Il y a une autre rivalité. Il y a eu la rivalité avec les Motor City Machine Gun, évidemment. Il y a eu. Il y a pas d'affaire aussi avec. C'est Jill Little là, qui avait kidnappé quelqu'un. Il avait kidnappé Johnny Devine, ça se peut-tu? Ça se peut, ouais. Mais c'est ça va dans la rivalité que je te parlais avec Sabin, puis Shelley, puis X-Division. Ouais, c'est ça. C'est luttait aussi contre Curryman, puis Shark Boy aussi, ils affaires dans même. C'est après ça, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est dans le truc de X-Division, en tant que. Ouais. Exact. Évidemment, après ça, il y a eu tranquillement l'arrivée à la TNA de Eric Bischoff et Hulk Hogan. C'est des trucs qui ont. Là, on parlait d'amener des gros noms. Oui, c'est bon, mais ça a été peut-être le début de la fin pour. Je dirais, pas le début de la fin pour TNA dans le sens que c'est fini après ça, mais il y a eu un gros downfall, évidemment, avec Hogan qui met sa politique à TNA aussi. Ouais. Fait que ça a été so-so. Ça a été so-so de ce côté-là. Mais moi, ce que je me souviens, par contre, c'est qu'il y a eu. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, à un moment donné, il y a eu un match où c'était un dernier match des Dudley Boys avant qu'ils se retire. OK. À TNA, tu te souviens-tu de ce combat-là? Non? Parce qu'il y a eu un match où ils challengeaient pour les titres. Je pense que c'était Motor City Machine Gun qui était champion. Ils ont dit on va se retirer, mais avant de se retirer, on va faire un dernier match ensemble. Là, ils sont dans le ring, habillés en habits. Dudley, ils font leur tape avec leur coup de poing ensemble. Ouais, puis quand des bandes se retournent, puis Bubba Ray frappe par en arrière. Ouais. Mais t'as pas parlé un petit peu avant ça de la rivalité qu'ils ont avec les Nasty Boys, justement? Oui, je l'ai en plus. OK, vas-y, je te laisse y aller avec ça. Ben, dans le fond, c'est ça. Vu que c'était l'ère Hogan Bischoff, il a amené beaucoup de leurs grands chums. Là. Puis, c'est ça. Fait qu'ils ont amené les Nasty Boys, puis ils ont battu Team Trudy une couple de fois avec l'aide de Jimmy Hart, qui était aussi là, évidemment, parce que c'est genre le right-hand man de Hulk Hogan depuis genre 40 ans, genre là. Fait que non, puis il a fait ça, une rivalité. Puis, tu sais, les Nasty Boys, ils étaient vraiment out of shape dans ce temps-là aussi, là, pas mal les deux. Là, fait que. En même temps, c'est normal. C'est pas tout le monde qui va être comme je sais pas moi, un gars musclé toute sa vie non plus. Là. Tu vas aller up and down, c'est sûr. En tout cas, pour avoir eu Jerry Sachs récemment. Ça paraît pas trop, hein? Je l'écœurerais pas.
C'est plus Snob que ça paraît qu'il a changé parce qu'il était beaucoup. Il a failli presque mourir aussi, fait que c'est normal. C'est comprenable. Mais non, c'était pas super bon là, comme rivalité. Fait que ça paraissait que c'était des chums de Dogan qui arrivaient parce que sinon, il n'y aurait pas eu de push. Là, sinon, à cet âge-là qu'il y avait. Là. Il y avait fait un tables match en plus. Ouais, il y avait beaucoup de combats 3 contre 3 avec Jimmy Hart, puis Jesse Neal, puis Spike Dudley, Brother Run. Ben oui, mais regarde, ça je te dis. Ouais, en même temps. Ouais. En même temps, on trouve ça dégueulasse, mais c'est comme faire des dream matchs avec des équipes que tu n'aurais jamais eu l'occasion de voir contre. Fait que oui, c'est pas le meilleur des matchs, mais tu peux te dire au moins, je me suis battu contre les Nasty Boys, puis je me suis battu contre les Dudley Boys dans ma carrière. Ouais. Mais bon, fait que, comme je parlais tantôt, évidemment, Brother Ray va se tourner contre Devon. Ils vont avoir une rivalité, les deux ensemble, quand même un bon bout. Là, à TNA, ils vont fight together pendant un bon bout avec des matchs à stipulation, évidemment, parce que personne ne veut voir un match single en Bubba Ray et Devon. Fait que, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de trucs comme ça qui va durer longtemps. Je pourrais en parler longtemps de cette rivalité-là, mais c'est pas une rivalité qui a marqué nécessairement, même s'il y a eu le heel turn. C'était quasiment plus pour que Devon est comme parti par après ça. Là. Après cette rivalité-là, il n'a plus fait grand-chose, honnêtement. Il était champion, il a eu une belt nowhere, la Global, je sais pas trop, Global Championship. Là. C'est pas l'affaire de Jarrett, ça, Global? Non, il était en singles push pas mal dans ce temps-là, là, puis il luttait souvent contre Robbie Eves, enfin la même des cochonneries comme ça. Là. Rob Terry, je pense aussi, ouais, mais c'est plus par après la feud contre Bubba Ray, ça, contre Bully Ray. OK. Ouais, pas mal la seule affaire qu'il a faite, je te dirais. Ouais. Pas fait grand-chose. Par contre, de l'autre côté, Bully Ray, maintenant connu sous le nom de Bully Ray après ça, lui, par contre, il a eu une très belle carrière sur dos à TNA. C'est devenu un des top heels de la business à ce moment-là, toutes promotions confondues. Il a vraiment, ça a été vraiment un des gars qu'on parlait le plus à l'extérieur de WWE, qui sortait du lot parce que c'était vraiment un top heel. Vraiment, il a fait sa marque en solo. Je pense que sa carrière, il a donné un deuxième souffle à sa carrière avec sa run à TNA en heel. Qui était dans deux factions majeures. Évidemment, on connaît tous la storyline avec Aces and Eight, que je pense que c'est celui qu'on va parler le plus, mais il y a eu un autre clan avant ça, TJ, du côté de Bully Ray, que là, le nom m'échappe parce que je ne l'ai pas marqué, j'aurais dû le marquer. Là. OK. Mais c'était quoi l'autre? Il se battait contre Flair Fortune. Il était dans Frontline, mais ça, c'était contre Main Mafia. Là, mais... Ouais, mais il y a eu un autre. c'était pas l'affaire avec les CW, là? Ouais, ben il y a eu l'Ultimate ECW. C'est pas genre EV 2.0, je sais pas trop, là. Ouais, mais ça, c'est quand ils ont tous ramené la gang de la ECW, mais ça, c'était avant. Faire Hardcore Justice, là. Ouais, c'était avant son return. Sinon, ça me dit rien, non. Bref. Mais oui, après ça, il a été un top heel. Il y a eu même une rivalité contre Hogan. Évidemment, avec la fille d'Hogan, ça, c'était avec le Aces and Eight. Ouais. Écoute, il y a même. Ça, évidemment, je suis un fan de Busted Open, puis Bully Ray, il est souvent là sur le show, puis il en a parlé. Il a même eu l'occasion d'affronter Sting dans un singles match. Bully Ray contre Sting. Du côté de la TNA. Puis ça, c'est quand même impressionnant pour un gars tag team que, on va se le dire, il ne mérite pas nécessairement d'être dans le même ring que Sting. Non, mais pour vrai, jamais en 100 ans où ce que tu vas dire, OK, moi, je vais mettre Sting contre Bully Ray, ça va être ça mon match. Fait que ça, c'est... Ah, c'est les Immortals, c'est ça. OK, ouais. Ouais, un member de Immortel. Donc, puis, bref. Je voulais juste le trouver parce que ça me blessait parce qu'il y a eu ce clan-là. Donc, un gros match contre Sting, mais je pense que qu'est-ce qui a marqué le plus du côté de la TNA, c'est les Aces and Eight. Ça n'a pas duré nécessairement longtemps, mais c'est quand même... quand même un an, 2 ans. On and off, ouais, plus que ça. 2 ans, à peu près 2 ans. Ouais. Fait que c'est ça. Puis ça, dans le fond, leur contrat avait été expiré aux 2 avant. Fait que Devon, lui, il était juste parti.
Puis Bully Ray, lui, était revenu dans la season 8, puis c'est là qu'il a eu son match contre Sting one-on-one. Puis après ça, il y a eu la rivalité avec Hulk Hogan, Brooke Hogan. Puis Devon est revenu après pour flirter avec season 8 et tout. Ouais. Donc, puis ils ont même regagné les ceintures par équipe une autre fois ensemble après, durant sa run. Il a été au Hall of Fame aussi là, de TNA. Je ne sais pas c'est en quelle année. Là. 2006, 2007 à peu près. Plus que ça, même 2010 à peu près. Puis la dernière fois qu'ils ont perdu les championnats par équipe ensemble, c'était contre Samoa Joe. Puis c'était-tu AJ? Non, c'était pas AJ. C'était qui? C'était Samoa Joe. J'ai oublié le deuxième nom, mais Samoa Joe avait gagné le championnat par équipe contre les Team Fury. Puis c'est au Hall of Fame, c'était en 2014 pour les TNA. C'est quand même récent. Ça fait longtemps, mais c'est quand même récent en tant que tel. Ouais. Puis une affaire que j'avais oublié de mentionner, pendant leur première run par équipe à TNA, de champion par équipe, sont aussi devenus IWGP Tag Team Champion. Donc, il y avait les deux ceintures, les ceintures du Japon, les ceintures de TNA qui défendaient. Leur ceinture TNA, après ça, ils allaient au Japon, ils défendaient leur ceinture. Puis quand ils ont perdu leur ceinture TNA, ils sont demeurés champions IWGP. Parce qu'ils ont eu une bonne run au Japon, là, on n'en parlera pas beaucoup parce que personne n'a vu ces matchs-là ou presque. Là. Ouais. Fait que non, mais il a fait une bonne run au Japon pour vrai. Ouais. Puis Bully Ray a même été champion TNA pendant un bout, donc c'est quand même nice. Puis tu sais, je veux pas trop j'en parle pas trop parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a suivi ça, mais allez quand même voir. Puis je veux pas que ça dure 2h30 le podcast non plus. Hein. Mais, non, mais on achève peut-être 10 minutes encore, puis on est correct, je pense. Allez voir les clips de Bully Ray à TNA. Je pense qu'il y a quand même une couple de belles affaires. Des matchs contre Styles, des matchs contre Sting, des matchs contre Samoa Joe, des matchs contre Motor City Machine Gun. Tu sais, c'est tous des noms, des gros noms de l'histoire de TNA qui ont fait des matchs quand même assez incroyables. Ouais. Donc, il faut aller voir ça. Évidemment, un des plus gros pop que Bully Ray a eu, c'est quand il est retourné à WWE en 2015-2016 pour son Royal Rumble match, qui avait été très, très, très bien reçu. Évidemment, il avait éliminé, c'était Awesome Truth, je pense, dans le Rumble, à ce moment-là. Il avait pas sorti Just 2000, genre? T'es sûr? Ben, peut-être. Je pense qu'il a sorti les deux, mais je me souviens contre partie qui s'est fait éliminer. Par contre, il s'est fait éliminer par mon bon vieux Bray Wyatt. Ouais. C'est dans ce même Rumble-là qu'il y avait Boogeyman aussi, non? Ouais, ben c'est le Rumble à Philadelphie où Reigns s'est fait tuer puis The Rock à la fin. Ouais, mais je pense que c'était après Bully Ray est arrivé puis c'était Boogeyman contre Bray Wyatt dans le ring tout seul puis ça. Ouais, ça se peut. Mais c'est quand même assez. Aussi, la meilleure affaire qui est arrivée à Rumble depuis beaucoup de temps, Axelmania. Wow. Il n'a toujours pas été éliminé, hein, d'ailleurs. Non, ça fait quoi 9 ans qu'il n'est encore pas éliminé. Parfait, c'est bon. Il devrait arriver cette année, juste pour faire l'année prochaine, se faire éliminer puis faire bon, il est sorti enfin. Puis là, juste pour les amateurs de statistiques et de qu'est-ce qu'ils ont fait à W dans leur return. Tu as des stats? Non, j'ai des stats, non. Je vais ouvrir ma page Wikipédia juste pour checker une couple d'affaires que je n'ai pas sur ma liste puis que Top of My Head, je ne m'en souviens pas. Il y a peut-être juste vous qui s'en souviennent. Mais ils ont gagné un match par équipe après ça. Les Dudley sont venus. Ils ont fait un Dudley Death Drop sur Xavier Wood sur une table. Ils se sont battus contre Ascension aussi. Ça, je me souviens crissement pas de ça. Ils sont revenus, là, une vraie run là, pour les Dudley Boys là, après SummerSlam. Là. Ben, c'était là, je pense, non? Ouais, puis je pense que c'était New Day qui avait Biggie sur leurs épaules. Ouais, c'est ça. Puis ça a parti, ouais, c'était hot, ça. Puis ils avaient battu Ascension au Garden, à Night of Champion. Puis ils ont challengé même New Day pour les championnats par équipe, puis ils n'ont pas réussi à gagner les titres. Ouais. Ça, ils ont tourné Hill contre les Usos après aussi. Puis ils n'ont pas eu de quoi avec la Wild Family à Manny aussi? Ben, il était dans un match sur Survivor Series, en tout cas. Il avait été avec Goldust, Neville, puis Titus O'Neil contre Stardust, Ascension, Miz et Bo Dallas. Arc! C'est quoi ce match de merde-là? Quand le meilleur gars du team, c'est Bo Dallas. Là. Puis t'as raison, la soirée d'après Survivor Series,
ils ont perdu contre Bray et Luke Harper à Raw. C'était genre Rowan, Bray, Luke puis Braun Strowman, non? Les 4 dans cette... Non, c'était 2 contre 2, puis après ça, ils se sont battus contre Eric Rowan puis Strowman. Puis il y avait genre Dreamer puis Rhino avec eux autres aussi, je pense, non? C'est pas ça? Ouais, ça c'est après, il y a eu un Tables, Ladders and Chairs, c'est le ECW Original contre la Wyatt Family dans un Elimination Tables match. Tu vois, je me souviens même pas de ça. Ouais. C'est niché. Hein? Ouais. Il y avait Dudley, Dreamer puis Rhino contre Wyatt Family dans un 8-man tag team Extreme Rules match. C'était après le pay-per-view TLC. Fait que, the more you know. Puis c'est après ça qu'ils sont allés, ils ont turné heel, ils ont attaqué les Usos. Il y avait un tag team match, 8-man tag match avec New Day puis Mark Henry à SmackDown avec les Dudley Boys aussi, avec Mark Henry. Moi, je me rappelle la rivalité avec les Usos. Dans le moment, les Usos, ils portaient leur face paint puis tout ça. Ouais. C'est qui était poche dans ce temps-là. C'est vrai qu'ils n'étaient pas écœurants pour eux. Objectivement, ils sont encore pas bons au côté de ring. Ils sont corrects, mais sans plus. Là, mais c'est vrai que la gimmick de même, c'était pas le fun. Puis ils gagnaient tout le temps en plus. C'était comme genre les Cena de la Tag Team Division dans ce temps-là. C'était fou. Là. Ils ont fait aussi un match contre les Usos au kick-up de WrestleMania 32. Ouais, c'est ce match-là que c'était un match que tout le monde cheerait pour les Dudley Boys. Personne ne cheerait pour les Usos. Là. Ouais. Puis le lendemain à Raw de ce WrestleMania-là, ils ont fait un tables match parce que les Dudleys ont battu les Usos. Bref. Puis il y a eu aussi, c'est vrai, ils se sont fait interrompre par Enzo Picasso pour leur début. Ouais, ça c'était nice. Ça c'était vraiment nice comme segment, là, pour vrai. Là. Ouais. C'est-tu de la même WrestleMania, ça? Je pense que oui. Hein? Ouais, c'est la même WrestleMania. Fait qu'ils ont battu les Usos dans le tag team tables match, puis après le match, Enzo Picasso ont débuté, puis ont fait une promo. C'est pas les Usos qui ont gagné? Non, c'est les Dudleys. Ah ouais? Ouais, dans le tables match, ouais. OK. En fait, les Dudleys ont perdu à WrestleMania Kickoff, puis à Raw le lendemain, les Dudleys ont battu les Usos dans le tables match. Ah, OK, le lendemain, OK. Je parlais de WrestleMania 32, OK. Ah ouais, WrestleMania 32, c'est les Usos qui ont gagné. OK. Puis le lendemain, ils ont perdu. Puis après qu'ils aient passé les Usos à travers la table, c'est là que Enzo et Picasso sont arrivés. Dans un je pense, des débuts les plus attendus de NXT, honnêtement. Là, tant Enzo et Picasso pour savoir que c'est vraiment un esti big deal. Un moment donné, il était genre quasiment un des actes les plus over de la compagnie de loin. Là. C'était genre les LA Knight. Tu sais, quand on parle de ses champs, LA Knight, il était quasiment aussi populaire. Une anecdote que je vais me rappeler de ce temps-là, c'est que je tripais sur l'autre ben j'avais leur chandail puis tout, c'était mon tag team préféré de loin. Là. Je me rappelle, j'avais été voir un house show à Montréal, puis j'étais en retard d'une couple de minutes, je sais pas pour quelle raison. Puis je me rappelle, quand je suis arrivé, j'entendais il était déjà dans le ring, Enzo Picasso, puis j'étais en crise, mais je peux pas faire le style de SAWFT soft. J'étais en crise, parce que je suis arrivé en retard, je n'ai pas pu le faire avec la foule. Je fais tabarnak. Ouais, moi, je me souviens, à chaque fois que la tune partait, j'étais vraiment excité. Là, puis, écoute, c'était. Tu l'as-tu évité souvent, Enzo, toi, avec ton petit move de. Moi, j'ai vu Alfredo le faire, juste ça, je peux mourir en paix. Wow! Puis, évidemment, pour un peu boucler la boucle, avant de parler de ce qu'ils font aujourd'hui, ils ont été intronisés au WWE Hall of Fame en 2018. Du côté de WWE Hall of Fame. Puis il avait aussi fait une apparence au Raw 25 ans où il y avait eu un tag match. En fait, il avait interrompu un tag match de Heath Slater Rhino contre Titus Worldwide, Apollo Creed et Titus O'Neil. Il avait fait un WhatsApp puis un Dudley Dead Drop à Slater à travers la table jeudi 20h30. Fait qu'en gros, mon cher TJ, c'est ce qui complète la biographie des Dudley Boys. Et il faut savoir aujourd'hui que Devon je pense qu'il est encore agent ou il est parti? Il me semble qu'il est encore agent. Je sais pas. Je sais qu'il était au WrestleCon la dernière fois, là, mais à part ça, j'ai aucune idée. Là. Ils ont des contrats de légende, évidemment. Bully Ray roule sa bosse avec le podcast Busted Open. Il a fait quelques matchs à Impact Wrestling avant de signer son contrat de légende avec WWE. Je pense aussi sa rivalité contre Matt Cardona sur les Indies. Puis, il n'y avait pas une grosse feud avec Josh Alexander aussi, ou je sais pas, quelqu'un dans ce style-là. Ouais. Puis Dreamer aussi a refait une rivalité avec lui. Là. Ouais. Donc, mais je pense que son temps dans le ring, c'est pas mal. Je sais que lui, il n'a pas annoncé sa retraite officiellement, Bully Ray, parce qu'il aime se faire des spots ici et là.
mais son temps dans le ring est pas mal révolu, je pense. Il y a encore un très bon mec. Je pense que sa place est derrière le micro à Boston Open. Il fait un très bel job pour décrire l'action. Puis je sais que TJ, c'est pas un gros fan de Bully Ray, là, mais évidemment, j'aime comment il décrit les shows, il décortique les shows. Il n'est pas nécessairement dans le. Comment je pourrais dire ça? Dans la critique et le négatif, il essaie de trouver des solutions. Puis il dit souvent, moi, je l'aurais fait de cette façon-là, mais c'est personnel. Ça, j'aime ça parce qu'il donne son booking souvent aussi de ce que lui aurait fait. Moi, j'aime ça pour ça. C'est le genre de choses que je fais aussi, là, que je me dis toujours, si moi j'avais les crayons, qu'est-ce que je ferais? J'adore ça pour ça. Mais, puis il fait souvent, si vous aimez AEW, il fait AEW Afterthought. Dans le fond, tout de suite après que Dynamite, le mercredi soir, soit fini, il tombe en bombe pour décortiquer Dynamite. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Il a une bonne tête de lutte, malgré tout ce que je peux dire de lui. Là. Ouais, il y a eu ses ups and downs aussi backstage. Là, il a encore leur école de lutte, sûrement. Ouais, il y a encore leur école de lutte. Donc, les Dudley Boys qui ont des très bonnes têtes de lutte. Et écoutez, champion NWA, champion TNA, champion IWGP, WCW, ECW, WWE. Donc, il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça dans l'histoire de la lutte. Puis, dans le temps que aussi gagner des championnats, c'était pas juste pour gagner des championnats, là, ça veut dire quelque chose. Donc, très belle équipe, celle que les Dudley Boys et Team 3D. Puis évidemment, on avait un WrestleMania une couple de semaines. Bully Ray qui était là pour le combat avec le 3 contre 3 de pour me faire plaisir. Final Testament, puis Bobby Lashley, puis Street Profits. Puis on les a vus justement. On vient de les voir, c'est frais fait, là, même pas le 2 jours. Non, 2 jours d'aujourd'hui, mais 4 jours le podcast va sortir. Là. Au draft, on l'a vu les deux, Bobby Ray et T-Von, qui annonçaient les choix pour une des rondes du draft. Puis je vais être bien franc, là. Moi, quand les Dudleys faisaient souvent des retours, j'étais vraiment tanné des voir. Je comprends. Genre, quand ils étaient là, leur run qu'on parlait tantôt, leur dernière run à SmackDown, tout ça, là, avec le Wyatt, tout ça, là, moi, j'étais vraiment. Les Dudleys étaient là, que c'est dans le temps que j'écoutais vraiment WWE chaque soir. Les Dudleys étaient là, je ne changeais pas si je faisais d'autres choses. J'étais rendu là, j'étais plus capable. À un moment donné, il y a des. Quand tu as trop de retours, je trouve que. Ouais, quand ça fait 15 ans, tu évolues aussi à un moment donné. C'est ça. Tu passes à autre chose. Fait que, mais je respecte évidemment tout ce qu'ils ont fait pour la business. T'as pas le choix, là. Oui. C'est un must. C'est un must-see. Puis si on a des matchs à conseiller, évidemment, tout ce qui est tables, match, toute la rivalité avec Edge et Christian et Hardy Boys, c'est vraiment un must-watch. Ça, puis c'est run solo à TNA, là, je dirais. Là. Ouais. Sinon, ben, tag team match normal, c'était des tag teams bien normales, mais évidemment, c'est plus des matchs de pay-per-view et de stipulation qui ont fait en sorte se sont démarqués. Alors, regardez aussi ce qu'ils ont fait du côté de la ECW, c'est très différent. Donc, pour les fans qui sont non initiés à ça, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ça. Ouais. Fait que c'est ça, mon cher, c'est ce qui met dans le rétroviseur. Enfin, la biographie sur les Dudley Boys. Whoop, whoop. Ouais, vraiment cool. Vraiment content d'avoir fait ça. Évidemment, sans cachette, on parle des Hardys, des Hardy Boys, des Edge and Christian. Évidemment, les Hardys, à un moment donné, ça va être un must à faire. Edge and Christian, Edge and Christian, je pense que ça va être plus solo. Moi, mais tu m'as dit, les Hardys, ça peut être plus solo aussi, là, les deux. Là. Ils ont des runs Ben oui, mais Jeff Hardy, surtout, il y en a beaucoup plus volubile en solo qu'en tag team aussi, là, quand tu checkes ça. Là. C'est vrai que les deux autres équipes, ils ont plus leur run solo que les Dudleys, mettons. Ouais. Edge and Christian, les Hardy, moi, je dirais plus que c'est séparé qu'on pourrait faire ça, parce que tu peux parler des deux aussi en tant que tel. Là. Mais je sais pas. Moi, je pense que les Hardys puis Edge and Christian, tu peux faire ça solo, les deux. Là. Ça va être tough, ça va être long, non? Ben, imagine, tu veux faire les deux en même temps, c'est encore plus long. Bien sûr. Puis, tu sais, en même temps, en faisant ces quatre-là séparés, ben, tu as des options. Moi, j'ai une idée, on les fait juste pas. Non, c'est pas vrai. Ben, on va finir par les faire maintenant. On peut pas les faire, c'est impossible. Surtout Jeff puis Edge and Christian. Matt Hardy, peut-être un peu moins, là, mais... Ben, on niaise bien Matt Hardy, mais il a fait quand même pas mal d'affaires. Hein. Hey, V1, c'était écœurant, ça. Matt Hardy, il est comme Chris Jericho, mais sans le talent.
Il se réinvente tout le temps, mais il n'a pas le talent. Ouais, mais il a fait plus de niaiseries que Jericho, par exemple. Ouais, pas mal plus. Ouais, c'est ça l'affaire. Bref, c'est Wonderful. Wonderful! Hey, justement, parlant de Mathieu, as-tu vu, il a fait une alliance avec Impact Wrestling avec Nick Nemeth, c'est malade. Ouais, c'est n'importe quoi. Hey, on va peut-être voir Matt Hardy à Montréal avec Nick Nemeth ensemble. Wow, ouais, ça serait malade. J'aimerais vraiment ça. Ben, le pire, c'est que j'aimerais ça. J'espère que Ziggler va être sur la carte pour vrai, mais qu'il soit à Montréal. C'est sûr. Ben, c'est on sait jamais, là, parce qu'il est quand même champion au Japon puis au Mexique aussi. Ils viennent de gagner ça contre Del Rio. Mais il reste 2 mois, c'est sûr qu'il va être là. Ouais, mais regarde, on sait jamais. En tout cas, moi, si je suis TNA, je veux l'avoir sur mon roster quand je viens à Montréal, parce que c'est sûr que lui, il va attirer. C'est lui qui va vendre des billets, c'est un des lui PCO. Ben oui. Ouais. En plus, on va pouvoir se rencontrer encore une fois, moi, puis lui. Tout un chin, hein? Tout un menton américain. T'es cœur, hein? My guy. Yes. Fait que, pas mal ça, mon cher TJ. Si, en finissant, moi, je t'ai rien de parler, c'est quoi les prochains rendez-vous? Ben, parlant de My Guy, en voilà un la semaine prochaine, qu'on va faire sa biographie au podcast. C'est bon. Double J, Jeff Jarrett, ou pour ceux qui aiment vraiment l'épeler comme ça s'appelle? That's J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Il nous reste 2 semaines pour l'entendre plus, cette phrase-là. C'est ça que tu penses, toi? Ben, en tout cas, vous autres au podcast, moi, je vais l'entendre à chaque fois que je vais parler de lui en vrai. Mais... Ben, le pire, c'est qu'on des références d'un podcast, des fois, je vais en faire. Il y en a souvent. Ben oui. Ouais. Excellent, Joe Jarrett, excellent lutteur, excellent visionnaire, promoteur, name it, une grande famille de lutte. Ouais, exact. Faut pas oublier son père aussi. Ben oui, Jerry Jarrett. Dans les territoires. Ouais. Fait que c'est le prochain rendez-vous, c'est ça. Puis on va à la table jeudi. Puis après ça, quand on va faire la bio de Jeff Jarrett, on va annoncer qu'est-ce qui s'en vient pour le mois prochain. Les 3-4 prochains rendez-vous du mois de. On est quoi? Le mois de mai? Ça va vite, hein? C'est le mois de mai, là. Ben, Joe Jarrett, c'est le premier podcast. Ben, deuxième, si on ne compte pas travailler à la table, mais le premier podcast du dimanche du mois de mai. Fait que là, on est mardi, on a les Dudleys. Ouais. Dans 2 jours, il y a à travailler à la table. Puis dimanche, il y a Jeff Jarrett. Après ça, dimanche, on vous annonce le reste du line-up. Les 3 prochains, on va vous annoncer après ça. Ouais, exact. All right, mon cher TJ, ben, merci beaucoup de m'avoir supporté dans cette biographie excellente. Puis j'en reviens toujours pas de ta mémoire. Je te connais depuis trop longtemps, là, mais à chaque fois, même, tu sors des affaires. Puis j'ai tout le temps des notes où j'ai mes notes, puis j'ai Wikipédia des fois ouvert à côté juste pour être sûr que je ne me trompe pas ou quelque chose. Là, tu me sors de quoi, puis je recheck pendant que tu passes sur Wikipédia, puis tu es tout le temps right on the je comprends pas. Je comprends pas ce monde-là. Bravo. Tout le monde a un don, tout le monde a une passion, quelque chose qui va se rappeler vite dans même off the cuff. Moi, ça a ça, je te dis. Parfait. Fait que, très belle biographie, merci. Puis on se revoit jeudi avec nos invités qu'on va annoncer ce soir ou demain matin. Fait que je laisse le mot de la fin. Ben, comme d'habitude, depuis le début des playoffs, go Canucks go! Merci Marco d'avoir été là pour la biographie des Dudley Boys qui était excellente, tout en passant. Félicitations. Puis, nous, la semaine prochaine, pour travailler la table jeudi. Puis, Jeff Jarrett dimanche. Mais surtout, n'oubliez pas,